Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça roule, que vous soyez ici en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube, voire même en podcast, puisqu'on est absolument partout. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'anime un petit peu, même si je suis relativement novice là-dedans, à savoir le judo et les arts martiaux, parce que quand on était petit, je crois que on a tous fait au moins un an de judo. En tout cas, il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont fait au moins un an de judo quand ils étaient gamins, et donc c'est l'occasion aujourd'hui de revenir sur cette pratique, mais aussi sur son arrivée en France, que ce soit le judo, les arts martiaux japonais en général. Ça s'est répandu en France et ça coulait pas forcément de source. Alors d'où est-ce que ça vient? Comment est-ce que c'est arrivé? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui en compagnie de Gabriel Bensoussan. Gabriel, il est spécialiste de l'histoire des arts martiaux, plus particulièrement de leur arrivée et de leur pratique en France, notamment sur la Côte d'Azur. Il s'est concentré sur le cas de la pratique du karaté dans cette région en master, dont le mémoire a été adapté en livre en 2021. Ce livre, il s'appelle Histoire du karaté sur la Côte d'Azur. Voilà, c'est comme le port-salut. Il se penche maintenant du coup sur le judo dans une thèse de doctorat intitulée Histoire du judo sur la Côte d'Azur, des origines à nos jours. Vous noterez quand même que le titre est assez limpide par rapport à d'autres types de thèses qu'on a pu recevoir. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler, mais il tient également la chaîne YouTube Histoire des arts martiaux et il contribue régulièrement à celle de Budo Édition. Voilà, bonjour Gabriel. Bonjour Benjamin. Comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Bah écoute, ça roule super comme je le disais. Moi je suis content d'en apprendre plus sur ces pratiques martiales et leur arrivée en France parce que, je sais pas toi du coup, mais si tu t'intéresses à ça, c'est peut-être parce que t'as fait du judo aussi quand t'étais petit. Oui, alors comme tout le monde, j'ai fait un petit peu de judo, mais j'ai surtout fait d'autres arts martiaux et sports de combat. Moi, j'ai commencé par la capoeira, donc tu vois, rien à voir. Ah yes. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un peu de boxe française et un peu de boxe anglaise et de karaté. Et en fait, à l'origine, j'ai fait mes recherches sur le karaté avant de m'intéresser au judo. Mais c'est vrai qu'en France, c'est surtout le judo. C'est beaucoup de gens autour de moi aussi qui ont fait du judo 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois plus. Donc, en France, beaucoup de judo, ouais. Ouais, on pourra revenir dessus. Peut-être qu'au fur et à mesure de cet entretien, on comprendra pourquoi il y a un amour du judo en France, parce qu'on n'est pas mauvais. Non, on n'est pas mauvais du tout. On est même plutôt bon, surtout très récemment, enfin depuis la fin des années 80, début des années 90 et 2000 avec Lady Rayner, par exemple. Donc c'est vrai qu'on a des équipes qui sont assez fortes et ça tend à perdurer dans le temps. On a vraiment un niveau qui est très élevé en France. Oui, d'ailleurs, dans le chat, parce que je le rappelle, on est en direct au moment où on enregistre cette émission. J'ai intitulé cette émission « Depuis quand on fait du judo en France ?» et on me signale dans le chat, attention, il y a une erreur dans le titre, ça devrait s'appeler « Comment la France est devenue la première nation mondiale du judo ?» et renommer ça le Rainer Jutsu. Ouais, ton chat est un petit peu taquin, mais c'est vrai que en France, on a vraiment une expertise qui est grande dans les arts martiaux japonais. Ça s'est très bien diffusé en France et donc maintenant, au niveau pédagogique ou dans certains domaines des arts martiaux, les Japonais viennent prendre conseil auprès des Français. En particulier pour la pédagogie d'ailleurs, on y reviendra. Alors donc toi tu as été pratiquant, comment est-ce que tu es passé de pratiquant à historien qui va analyser ce phénomène? Alors en master, on a 2 parcours en fait en master. En histoire, on a un parcours d'enseignement donc pour former les futurs professeurs et on a un parcours de recherche. Et au début, je m'étais dirigé vers le parcours enseignement, puis finalement, j'ai bifurqué sur le parcours recherche. Et en recherche, pour tester la capacité des futurs historiens à produire une recherche sérieuse, ils nous demandent de faire une recherche sur un sujet. Moi, je m'intéressais beaucoup à la boxe anglaise à l'époque, un petit peu au karaté aussi. Mais en boxe anglaise, il y avait déjà, en boxe anglaise, en boxe française, même en boxe thaï, il y avait déjà eu des travaux qui étaient parus en France. Par contre, sur le karaté, à cette époque-là, 2018-2019, il y avait aucun livre sur la pratique du karaté en France, sur l'histoire de la pratique du karaté en France. Et donc, je m'étais dit que ce serait bien de faire une recherche universitaire sur l'histoire du karaté en France. Bon, au tout début de ma recherche, j'ai pas eu de bol, ou alors j'ai eu de la chance, ça dépend comment on voit les choses. Il y a un ancien karatéka très haut gradé qui a sorti un livre chez Budo Édition, Histoire du karaté en France. Et il revient sur la partie originelle du karaté entre les années 1950 et 1970. Donc du coup, je me suis dit, plutôt que de faire un autre art martial ou de travailler sur autre chose, je vais plutôt recentrer sur la pratique sur la Côte d'Azur, donc travailler sur l'histoire du sport au niveau régional. Et c'est comme ça que j'en suis venu à m'intéresser à l'histoire du karaté sur la Côte d'Azur et à faire mes recherches. Donc, pour les gens qui voient à peu près comment c'est la géographie, c'est entre Menton, donc qui est à la frontière italienne, et Toulon, qui est un petit peu avant Marseille.
Donc, un certain nombre de villes sur la Côte d'Azur qui ont vu cette pratique du karaté se diffuser. Et c'est comme ça que j'en suis venu donc à étudier l'histoire du sport au niveau régional. Menton, la fameuse bataille de Menton pendant la Seconde Guerre mondiale, la bataille de Pont-Saint-Louis, que vous pouvez retrouver dans mon bouquin, un Nota Bene, je ne perds jamais le Nord, les pires batailles de l'histoire, voilà, 9 Français contre des centaines d'Italiens. Oh, tu as carrément le bouquin dans la main pour ceux qui sont en vidéo, mais incroyable. C'était pas prévu. Je peux même te dire que je l'ai acheté en décembre 2016, tu vois, comme quoi. Voilà, c'était totalement improvisé, sachez-le. Mais c'est beau, merci. Alors, pour aborder ce sujet aujourd'hui du judo et des arts martiaux en général et de leur arrivée en France et particulièrement dans le cadre qui t'intéresse, celui de la Côte d'Azur, tu as utilisé une méthodologie un petit peu particulière. Dans cette émission, on reçoit des historiens, des archéologues. Parfois, on a des histoires qui sont relativement récentes et donc on a des méthodes qui, elles aussi, sont récentes. Toi, tu as utilisé ce qu'on appelle l'histoire orale. Qu'est-ce que c'est ? Alors, l'histoire orale, en fait, c'est l'histoire de la manière la plus simple et j'allais dire naturelle possible, c'est-à-dire on veut savoir ce qui s'est passé, on va demander aux gens ce qui s'est passé. C'est donc une méthode qui consiste à reconstituer l'histoire à partir de la mémoire. Moi, j'ai utilisé cette méthode parce que quand j'ai commencé à faire mes recherches sur l'histoire du karaté sur la Côte d'Azur, j'ai vu qu'il y avait très peu de documents en fait qui avaient subsisté à l'épreuve et qu'on pouvait consulter. Il y avait quelques documents aux archives départementales, mais très peu de choses. Et en fait, je m'étais dit, OK, il n'y a pas de documents, on va faire simple. On va prendre un micro, on va interviewer les anciens, ceux qui ont vécu cette histoire du karaté sur la Côte d'Azur, et je vais reconstituer l'histoire à partir de leur mémoire. Et mon directeur de recherche, monsieur Xavier Huetzelamps, qui est professeur à l'université de Nice, m'a dit, mais c'est une méthode qui existe, qui est codifiée, c'est un véritable travail d'historien, donc tu devrais te renseigner sur la méthodologie, voir ce que les gens ont fait avant toi, etc., dans cette méthode. Et je me suis renseigné, effectivement, il y avait déjà des travaux sur l'histoire orale. Et donc, c'est une méthode qui consiste véritablement à reconstituer l'histoire à partir de la mémoire. Alors, c'est une méthode récente, comme tu l'as dit, puisque, en fait, c'est une méthode qui date de l'invention du phonographe, pratiquement. Donc, en gros, ça date de la fin du 19e, début du 20e siècle, quand on a commencé à constituer des archives orales, et ensuite qu'on a commencé, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à constituer ces archives dans le but d'écrire l'histoire. Alors, il y a 2 périodes importantes pour lesquelles on a utilisé cette méthodologie. C'est d'abord pour la Seconde Guerre mondiale, pour ce qui concerne la Shoah, puisque, comme tu le sais certainement, les nazis ont brûlé beaucoup de documents. Et donc, pour reconstituer l'histoire des camps, on a interviewé énormément de survivants des camps de concentration, mais aussi des militaires américains qui avaient participé à la libération de certains camps. Et grâce à ces archives orales, on a pu reconstituer l'histoire. Et il y a un deuxième moment, c'est la guerre du Vietnam, même chose. Tu sais que les soldats américains étaient un petit peu choqués de la guérilla qu'ils avaient vécue. Pour certains, ils avaient un syndrome post-traumatique. Et donc, on a essayé de comprendre sociologiquement ces phénomènes en les interviewant, en enregistrant leurs paroles et en reconstituant l'histoire de ce qu'ils avaient vécu grâce à ces enregistrements. Donc, c'est une méthode relativement récente, mais qui puise quand même ses racines dans l'origine de l'histoire, puisque Hérodote, celui qu'on considère comme étant le père de l'histoire, qui était donc un savant grec, a écrit un livre qui s'appelle Historié. Alors, il faut comprendre que le mot histoire en grec, le mot historié, ne veut pas dire histoire au sens où on l'entend nous en français. Ça veut dire enquête. Donc, lui, il part du principe qu'il va faire une enquête et il va interroger les gens qui ont vécu les guerres médiques, puisque lui, c'était l'histoire de la guerre qui l'intéressait le plus. Et à partir de ces entretiens qu'il a menés auprès de gens qui avaient vécu la guerre. Il a compilé les entretiens, il a croisé les sources et en fait, il a fait un proto-travail d'historien, si on peut l'exprimer ainsi. Et donc, il a déjà utilisé une forme d'histoire orale où il a entretenu des conversations avec des témoins et grâce à ces conversations, il a reconstitué l'histoire à partir de leur mémoire. Donc, il faut bien séparer les deux choses quand même. L'histoire orale récente, elle est beaucoup plus scientifique, entre guillemets, pour le grand public, si je peux m'exprimer ainsi, que l'histoire orale telle qu'on l'a faite dans le passé. Mais quoi qu'il en soit, c'est une méthode bien délimitée, bien définie, et qui permet donc de reconstituer l'histoire à partir de la mémoire, et que moi, j'ai été amené à utiliser en premier lieu parce que j'avais du mal à retrouver des archives écrites sur mon sujet. Oui, parce que de prime abord, on pourrait penser ou avancer que
Est-ce que d'ailleurs on peut avancer que le témoignage oral est moins fiable qu'une source écrite? Historiquement, en France, ça a été avancé. C'est-à-dire que quand le courant de l'histoire orale qui est né aux États-Unis a traversé l'Atlantique et est arrivé en France, il s'est heurté à une partie des historiens qui étaient un peu réfractaires au fait de faire de l'histoire orale et qui partaient du principe que intrinsèquement, il y avait une supériorité du document écrit en tant que source, en tant que preuve de ce qui s'est passé sur la parole donnée. Sauf que, en fait, l'écrit et l'oralité, c'est deux moyens de retranscrire la pensée. Donc, on peut tout à fait les mettre sur un pied d'égalité. Et en plus de ça, maintenant que l'histoire orale a une méthode bien délimitée, critique de ses sources, etc., on peut dire que l'histoire orale est aussi bien que l'histoire qui se fonde sur l'appui de documents, une méthode scientifique. En plus de quoi, alors c'est une sorte de mythe qui s'est installé en France avec les différentes écoles d'historiens qui se sont succédées. C'est le mythe d'un document écrit qui serait sacro-saint, qui serait vraiment la source unique du travail de l'historien. Alors toi, tu interviews souvent des archéologues ou des gens qui ont d'autres types de sources, qui travaillent pas forcément que sur des documents écrits, et on peut très bien reconstituer l'histoire de manière tout à fait fiable, parfois même plus fiable avec l'histoire orale qu'avec l'histoire écrite, si je puis dire, pour reconstituer certaines périodes, certains événements. Je vais donner un exemple un peu vulgaire, mais ça va faire comprendre tout de suite les choses à ton public. Si je fais l'histoire d'une compétition sportive, disons dans les années 1950, bon, je peux retrouver les documents qui vont me dire où, quand et qui y avait. Mais le gars qui a pris le sol à 50 km/h parce qu'il s'est pris une prise de judo monstrueuse, lui, quand je l'interviewe, il m'explique ce que ça fait pour lui d'avoir pris le sol à 50 km/h, ce que les documents ne me diront jamais. Donc en fait, il y a une partie des informations que par essence les documents ne donnent pas. Des sensations, l'ambiance qui régnait dans les salles à cette époque-là, beaucoup d'informations qui, somme toute, sont très importantes quand on reconstitue l'histoire et que les documents ne donnent en réalité que très peu. Et est-ce que pour toi ça... Alors je sais que voilà, il faut pas forcément se perdre là-dedans, mais est-ce que ça donne un visage un peu plus humain à cette histoire? Tout à fait. Ça donne une image un petit peu plus humaine. Alors l'histoire orale, par essence, elle est liée aux témoins, à la parole des témoins. Donc elle est plus humaine dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que on va questionner l'histoire des mentalités, on va voir comment les gens se représentent les choses qu'ils font. Des choses que les documents écrits, alors on peut le faire évidemment avec des documents écrits, mais c'est pas forcément le but premier des documents écrits. Le but premier des documents écrits, c'est de donner des informations factuelles, concrètes, par exemple où, quand, comment, qui, pourquoi, ce genre de choses. Mais les sensations, l'esprit, les choses qui se passent dans la tête des gens au moment où ils gagnent de grandes compétitions ou au contraire au moment où ils perdent sur la dernière marche du podium, c'est des choses que les documents écrits, ils retranscrivent pas bien ces choses-là en réalité. Donc l'histoire orale, ça permet d'avoir accès à un certain type d'informations que les documents écrits ne donnent que très peu. Et par essence, c'est une méthode qui s'appuie sur des sources, donc les témoignages, qui permet vraiment d'avoir une certaine humanisation de l'histoire, un peu plus qu'à un moment où dans les années 30, 40 et 50, l'histoire était devenue très factuelle, très événementielle, et ça permet de remettre un petit peu l'humain au centre de l'histoire, puisque c'est le but. Alors donc toi, tu fais des interviews, mais alors c'est qui que tu vas interviewer? Comment tu les trouves, hein, ces gens? Alors c'est le travail en amont. C'est un petit peu comme toi, hein, quand tu interviews des historiens sur ta chaîne, c'est-à-dire que soit tu prends le parti de sélectionner des gens en amont, donc c'est ce que j'ai fait en amont de ma recherche. Je me suis renseigné, j'ai regardé les documents officiels de la Fédération française de judo au niveau départemental, au niveau régional, et puis j'ai regardé les plus hauts gradés, parce qu'en général c'est ceux qui sont là depuis le plus longtemps. J'ai regardé aussi les professeurs les plus influents, donc j'ai passé beaucoup de temps à me renseigner, et puis j'ai constitué une liste de personnes, en fait j'ai constitué 3 listes de personnes à interviewer. Une liste de personnes essentielles et à interviewer urgemment, une seconde liste de personnes, on va dire, moins essentielles, et une troisième liste, on va dire, bonus, si tu veux. Et en fait, normalement, quand je fais ma recherche, je l'avais fait pour le karaté, je commence par aller aux archives départementales et aux archives de toutes les villes de la Côte d'Azur, je réunis les documents et ensuite je fais les interviews. Mais là, pour le judo, quand j'ai regardé la liste, j'ai regardé les dates de naissance des gars que j'avais interviewés et je me suis dit, oula, il vaut peut-être mieux faire les interviews en premier. Parce que ça m'est arrivé pour le karaté de louper des gens parfois à 1 ou 2 mois ou à 3 semaines. Et donc là, pour le judo, c'est des gens qui ont commencé le judo dans les années 40 ou 50 parfois. Donc des gens qui sont âgés. Et je me suis dit, on va louper personne, on va interviewer tout le monde le plus vite possible.
Et comme ça, on va avoir des sources. Alors, une fois que j'ai cette première liste de personnes à interviewer, au fur et à mesure de mes entretiens, c'est comme une toile d'araignée, si tu veux. Le premier que tu vas interviewer, il va te donner 4 ou 5 noms de personnes dont tu n'as peut-être pas connaissance, puis ainsi de suite, tu vas en interviewer un qui va te donner 4 ou 5 noms. Et en fait, tu peux comme ça avoir une diffusion de ta liste de témoins et essayer d'agrandir cette liste de témoins au mieux. Mais bon, il faut pas non plus trop se perdre. Là, j'ai déjà fait beaucoup d'interviews pour le judo, j'en ai fait une 40aine. Pour le karaté, j'en avais fait 60. Ça fait beaucoup, à la fin, ça fait beaucoup de données à analyser et quand on commence à dépasser les 20 ou 30, ça fait vraiment beaucoup. Ouais, et puis j'imagine que, alors, t'as tes documents que tu chopes dans les archives, ensuite t'as les interviews, mais j'imagine que les gens qui te racontent leur histoire, ils ont peut-être envie de partager des documents perso qu'ils ont aussi et qui peuvent apporter de l'eau à ton moulin. Oui, c'est ce qui se passe souvent. Alors, je le demande en amont très souvent, surtout pour les anciens, pour ceux qui ont une masse documentaire importante. Quand je viens les interviewer, en fait, souvent, je fais plusieurs voyages jusqu'à leur domicile ou jusqu'à leur dojo. Et le premier voyage, c'est pour faire l'interview. Et sur le moment, je leur demande, est-ce que vous avez des archives? Est-ce que vous avez des albums photos? Est-ce que vous avez des égo-documents? Est-ce que vous avez... Parfois, ils ont même des vidéos en Super 8, donc des vrais films avec la bobine, etc. Bon, maintenant, je me suis équipé pour numériser tout ça, mais au début, c'était un petit peu compliqué. Et donc, oui, je ramène ces documents jusqu'à chez moi, je les numérise. Et ensuite, je leur ramène et puis je discute avec eux de certains documents. Quand il y a des photos qui sont pas datées, quand il y a des documents dont j'ai pas la source, etc. Donc, ça me permet d'avoir vraiment le témoin en face de moi et qu'il puisse me dire, voilà, telle photo, elle a été prise à tel endroit, en telle année, etc. Donc, oui, je m'appuie aussi sur leurs documents, sur les archives privées, parce que c'est une masse documentaire qui est très riche et qu'il faut absolument utiliser. Alors, une fois que tu as fait ces interviews, qu'est-ce que tu en fais? Tu les gardes pour toi ou tu les partages aussi? Parce que tu as une chaîne YouTube. Oui, alors bon, j'ai une toute petite chaîne comparée à la tienne, c'est ridicule, j'ai même pas 1000 abonnés. C'est vraiment très spécialisé, c'est un sujet de niche, l'histoire des arts martiaux. Rappelle-nous le titre de la chaîne YouTube. C'est Histoire des arts martiaux. Voilà, donc c'est simple, hein, vous tapez ça sur YouTube, vous devriez tomber dessus. Ouais, et en fait, ce que je fais, alors j'ai décidé pour cette recherche-ci, pour ma recherche sur le judo, donc ma recherche de doctorat, de partager les interviews des anciens. Et en fait, c'était un regret que j'avais pour les interviews des karatékas. Quand j'ai fait ma recherche de master sur le karaté, j'avais fait 60 interviews, mais à l'époque, j'avais pas un équipement qui était très sophistiqué. J'avais une copie de GoPro chinoise. J'avais une caméra vraiment en bas de gamme. J'avais un micro-cravate qui était pas terrible. Enfin, j'avais vraiment un matériel c'était juste pour avoir du son et de l'image et pouvoir ensuite faire la retranscription de l'interview à l'écrit. Donc, je pouvais pas les diffuser. C'était pas une qualité qui était suffisante pour YouTube. Et quand je suis arrivé dans le judo, je me suis dit, OK, cette fois-ci, on va faire les choses différemment. Je vais acheter une vraie caméra, j'ai acheté un vrai micro, je vais faire les choses bien. Bon, sans passer tous les problèmes techniques que j'ai pu avoir, mais j'ai essayé de faire les choses bien et de diffuser à chaque fois les interviews sur YouTube. Et ça m'a permis d'accéder à plus d'informations que ce que j'imaginais, en fait, parce que les gens, dans les commentaires, ils réagissent sur les interviews, en particulier des anciens, et ils me disent, ah, mais il y a eu tel événement dont il a pas parlé, tel truc dont il a pas parlé. Donc, sur une heure d'interview, le gars peut pas raconter 50 ans de sa vie de judoka, c'est normal. Mais de temps en temps, il peut arriver que l'historien est faillible, tu vois, il peut arriver qu'on loupe un événement ou qu'on loupe quelque chose. Et le fait d'entretenir, moi je l'ai remarqué surtout ces dernières années, sur cette chaîne YouTube des vidéos de judoka toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ça fait que j'ai quand même pas mal de contacts. J'ai créé un réseau de profs de judo sur la Côte d'Azur. Et ce réseau, il me permet d'accéder à des archives dont j'avais pas connaissance ou à des dossiers dans les archives privées que je connaissais pas. Donc, ça me permet aussi de cette chaîne YouTube de me donner accès à plus de renseignements que ce que j'espérais. Oui, puis peut-être d'avoir aussi d'autres regards critiques sur la parole que tu recueilles, ce qui est hyper précieux en fait quand tu travailles dans ces domaines. Alors pour le judo, j'en ai pas eu beaucoup, mais pour le karaté, j'ai carrément eu des gars qui m'ont menti face caméra en me racontant leur parcours. Donc pour le judo, jusqu'à présent, je crois que j'en ai pas eu ou très peu, ou des trucs vraiment. C'est plutôt comment dire, de donner une date qui est erronée, donc une erreur de bonne foi, plutôt que de mentir sciemment. Ça peut arriver. Imagine, tu demandes à un témoin, bon, il s'est passé quoi en 1954 ? Moi, je me souviens pas ce que j'ai mangé la semaine dernière, donc c'est pas possible. Il peut se tromper à une année près, on va pas lui en vouloir. Par contre, pour le karaté, dans mes interviews, j'avais eu des gens qui m'avaient menti sciemment. Bon, je sais pas si tes spectateurs regardent un petit peu l'actualité de la Fédération française de karaté, mais c'est une fédération qui est dans les affaires, dirons-nous. Donc, il y a eu des gens qui m'ont menti sciemment quand j'avais fait mes recherches en karaté. Et pour le judo, c'est pas exactement la même chose, mais c'est vrai que le fait d'avoir des spectateurs et que les gens savent à l'avance que l'interview va être diffusée, etc.,
ça leur fait quand même prendre conscience beaucoup plus qu'il faut pas trop déconner, il faut pas trop s'inventer une vie, mentir, etc. Donc ça les met en face de leurs responsabilités, si je puis dire. Moi, je suis pas très connu dans le judo, je suis pas pratiquant dans un club de judo, donc quand ils me voient arriver avec caméra et micro, ils se disent bon, je pourrais lui raconter n'importe quoi. La vérité, c'est que ils ont quand même en face un historien. Quand j'arrive avec un questionnaire, j'ai passé 3 ou 4 heures à l'avance à préparer les questions, à me renseigner sur le gars. Donc, je sais en général ce qu'il en est de sa vie. Et s'il commence à me raconter qu'il a été 8 fois champion du monde alors qu'il a même pas été champion régional, bon, tu vois le genre. Donc, c'est aussi les vicissitudes de l'histoire orale, c'est-à-dire qu'il faut que l'historien soit bien préparé. C'est vraiment le dicton en latin « amat victoria curam », la victoire aime la préparation. Donc, quand on fait une interview, il faut être bien préparé, il faut connaître l'avis du témoin. Puis, c'est aussi un signe de respect, c'est-à-dire que le gars, il nous accorde du temps. Donc, on va pas arriver en sachant même pas de quel club il est issu. On va arriver en étant un peu préparé. Donc ça, c'est vraiment le b.a.-ba de l'histoire orale. Mais du coup, c'est rigolo ce que tu dis. Toi, en ton fort intérieur, tu penses que cette différence entre karaté et judo, c'est parce qu'il y a des mentalités différentes dans les deux disciplines, ou tu penses vraiment que c'est parce que il y a cette démarche qui était transparente de dire attention, votre parole va être rediffusée, que ça fait bouger les choses? Alors c'est un peu les deux à mon avis, hein, mais c'est surtout le fait que le karaté est beaucoup plus politisé que le judo. Pour une raison historique simple, c'est que le karaté, en fait, on utilise un seul mot, le mot karaté, mais qui désigne un ensemble d'arts martiaux et non pas un seul art martial. Il y a le karaté Shotokan, il y a le karaté Kyokushinkai, il y a le karaté Wadoryu, Shitoryu, Goju-ryu. Donc il y a plusieurs écoles de karaté. Et en fait, on utilise le même mot. Donc dans notre esprit, c'est un seul art martial. En réalité, ces écoles sont si différentes que c'est intrinsèquement plusieurs arts martiaux différents. Donc politiquement, le karaté, il est très différent du judo. Le judo est unifié. Il y a un seul style de judo. On pourra en reparler, mais ça peut poser la question. Mais en tous les cas, le judo est unifié et donc politiquement, le karaté est dans une situation qui est très différente et les acteurs du karaté, en tous les cas en France, se livrent une lutte concurrentielle qui a quand même pas dans le judo, pas à ce point-là, ou pas dans les mêmes, pas dans les mêmes aspects. Le judo, c'est surtout techniquement et en compétition qui se livre une lutte. En karaté, il y a quand même une lutte politique. Bon, on va pas faire de politique sur ta chaîne, mais en gros, en karaté, il y a quand même des déboires politiques, si je puis dire, qui touchent les différentes fédérations qui ont organisé le karaté en France. Et là, ces dernières années, ça commence à devenir gros. Donc, je sais pas, c'est un peu les deux. Il y a aussi une philosophie dans le judo qu'il n'y a pas en karaté. Il y a un code moral dans le judo, bon, qui a été repris après par le karaté et par d'autres arts martiaux. Il y a aussi une mentalité, une sorte de philosophie qui est peut-être, qui est peut-être un bouclier face à certaines réactions quand on est interviewé. Ils ont tendance quand même à rester humbles, à pas trop mettre leur ego en avant. Donc c'est un peu différent. Mais j'ai aussi rencontré des karatékas qui étaient formidables, beaucoup sur la Côte d'Azur d'ailleurs. J'ai aussi interviewé des karatékas d'ailleurs. Et on peut pas faire de généralité, mais c'est vrai qu'il y a quand même des processus qui se diffusent en fond, qui font que parfois les arts martiaux, ils sortent un peu de leur cadre strictement sportif. Bon, en tout cas, s'il y avait un magazine qui s'appelait Gossip Karaté, je pense que je l'achèterais juste après l'entretien pour aller me renseigner là-dessus, parce que tu teases bien ces problèmes internes, et moi j'ai envie d'en savoir plus. Bref, cette histoire orale, en tout cas que tu pratiques, on a reçu certains universitaires sur ce podcast qui nous parlaient de l'histoire du temps présent ou de l'histoire immédiate. Ça me fait penser un petit peu cette histoire orale à ces deux disciplines-là aussi. Est-ce que tu peux nous en toucher un petit mot, nous rappeler ce que c'est et comment toi ça t'impacte? Alors, l'histoire du temps présent, c'est pas exactement la même chose que l'histoire orale. L'histoire du temps présent, c'est une méthode d'histoire qui s'est développée ces dernières années, depuis les années 80-90, et qui en fait consiste à écrire l'histoire très très récente, c'est-à-dire à écrire une histoire qui n'est pas encore loin de nous. L'histoire orale, c'est quand même un moyen, avec les témoins, d'avoir accès à une histoire qui parfois remonte à 40, 50, 60 ans, puisque les témoins ont vécu par exemple des événements dans leur jeunesse et puis on peut les interviewer des années et des années après. L'histoire du temps présent, c'est une histoire qui se concentre sur, comme son nom l'indique, sur le temps présent. Alors, ce qu'il faudrait définir, mais ce que les historiens du temps présent font très bien, et qui donc utilisent aussi les archives orales. Ils utilisent aussi le magnétophone, le micro-cravate, etc., mais ils en font une analyse qui est plutôt géopolitique, plutôt actuelle, et c'est un courant qui s'est beaucoup développé en France ces dernières années. Alors pas seulement en France, mais en Europe aussi.
C'est un courant assez intéressant. C'est à la limite, si tu veux, entre le journalisme et l'histoire. Le journalisme, c'est vraiment le temps présent, c'est-à-dire un truc qui est arrivé hier, le journaliste, il va en parler aujourd'hui, donc c'est vraiment très actuel. L'histoire du temps présent, c'est l'histoire de ces 10, 15 dernières années, donc c'est vraiment une histoire qui est très proche de nous et qui utilise donc aussi, évidemment, le matériel de l'histoire orale. Alors, quand on a préparé cet entretien, tu nous as confié que tu utilisais aussi les nouvelles technologies et notamment l'intelligence artificielle. Alors comment ça impacte ton boulot ? Pour l'intelligence artificielle, il faut dire deux choses. L'intelligence artificielle, d'abord, il faut dire ce que c'est. Nous, on appelle ça en français intelligence artificielle parce que c'est une mauvaise traduction de ce que les Américains appellent IA. Ce que les Américains appellent artificial intelligence, en fait, en anglais, intelligence, ça veut dire renseignement. Par exemple, la CIA, c'est l'agence centrale du renseignement, c'est pas l'agence centrale de l'intelligence. Et en français, on a traduit donc intelligence artificielle le terme renseignement. Donc c'est déjà rien qu'en questionnant le nom, on se rend compte qu'en fait on n'a pas accès à quelqu'un qui réfléchit à notre place, on a accès à une base de données. C'est surtout ça qui est intéressant. Et donc moi j'utilise l'intelligence artificielle pour avoir accès parfois à des choses qui me permettent d'aller plus vite. Je donne un exemple. J'ai scanné plusieurs milliers de documents pendant mes recherches. Quand je dis plusieurs milliers, c'est plusieurs dizaines de milliers. Et en fait, je peux pas tout lire, c'est impossible. Si je devais lire l'ensemble des documents que j'ai scannés quand je recherche une information, il faudrait qu'à chaque fois que je recherche le nom d'un pratiquant de judo, par exemple, je relise l'ensemble des milliers de documents. C'est impossible, c'est infaisable. Donc, ce que je fais, c'est que je vais mettre tout ça dans une base de données, et puis ensuite, je vais faire un bon vieux contrôle F, et puis je vais demander à la base de données, voilà, je recherche le nom de monsieur untel, etc. Est-ce que tu le trouves dans tel et tel type de document? Donc ça me permet déjà d'aller beaucoup plus vite par rapport aux historiens, même des années 90 ou début 2000, où ce genre de possibilité n'existait pas. Donc ça me permet d'avoir accès rapidement à des informations qui sont perdues dans des milliers et des milliers de documents. Une deuxième chose que j'ai essayé de faire, mais que j'ai pas encore réussi à faire, mais je pense que l'intelligence artificielle le fera d'ici quelques années, c'est retranscrire les interviews avec l'intelligence artificielle. Moi, je fais 3 fois l'interview, en fait, si tu veux. Une première fois, je me déplace et je fais l'interview en live. Une deuxième fois, je fais le montage pour la mettre sur ma chaîne YouTube. Et ensuite, une troisième fois, je la réécoute pour pouvoir la retranscrire à l'écrit et donc avoir un document écrit qui me sert de source. Il faut que je précise à ce sujet que c'est pas comme dans le journalisme. Pour les historiens, la source, quand on fait une interview en histoire orale, c'est pas la personne que j'interviewe. Un journaliste va dire la source, c'est monsieur untel. Pour moi, la source, c'est le document écrit qui est la retranscription de l'interview. C'est à partir de ce document écrit que je travaille. Donc, je ne peux pas dire ma source, c'est monsieur untel. Moi, je vais dire ma source, voilà, c'est la retranscription de telle interview que j'ai réalisée à tel endroit. Et donc là, l'intelligence artificielle, j'avais fait des essais pour voir si ça pouvait me permettre d'aller plus vite sur la retranscription, parce que après 3 heures d'interview, 8 heures de montage, et j'avais pas encore envie, tu vois, de me taper la retranscription à l'écrit qui me prendra encore 3 ou 4 heures pour 1 heure d'interview. Donc j'avais fait des essais, mais le problème, c'est que quand on parle à l'oral, on fait énormément de fautes de syntaxe, de français, et puis on n'a pas un niveau de langage très élevé comme on devrait le faire dans une retranscription écrite que quelqu'un va lire plus tard. Donc j'ai fait beaucoup d'essais. Alors, ça permet de faire le sous-titrage éventuellement quand j'ai des problèmes de son sur le montage vidéo, mais ça me permet pas encore d'avoir une véritable retranscription qui suit la qualité scientifique attendue. Mais je pense que dans les prochaines années, ça va évoluer et on va avoir des outils qui seront vraiment très puissants à ce niveau-là. J'ai essayé aussi de faire des petites reconnaissances faciales avec les différentes photographies que j'avais, pour voir si, avec le visage d'un judoka, par exemple dans les années 40 ou 50, l'intelligence artificielle arrivait à me retrouver le même gars, mais qui avait vieilli dans les années 80 ou 90 dans ma base de données de photos. Et pour l'instant, c'est pas encore suffisamment au point. Mais je pense que d'ici quelques années, ça viendra, ouais. Oui, non, mais il y a des outils, tu vois. Moi, j'ai fait il y a pas longtemps, j'avais une doc technique à écrire un peu de 2-3 pages. Et pareil, j'avais 4 ou 5 entretiens un peu longs. J'avais pas envie de me retaper les 10 heures d'écoute. Et donc, je l'ai donné à une IA en essayant de synthétiser le truc. Et on voit que c'est pas encore tout à fait fiable. Il y a encore un peu de boulot là-dessus. Mais
ça peut effectivement filer des coups de main. En tout cas, j'imagine que le scanner, la photocopieuse est devenue ta meilleure amie du coup pendant un certain nombre de temps. Je me suis équipé en scanner, en outil de numérisation. J'ai racheté un magnétoscope il y a pas longtemps. Oui, j'ai dû m'équiper. Alors j'avais déjà une machine à lire les Super 8, une visionneuse pour les bobines de film. Bon, ça marche bien. Il me faudrait une machine pour le 16 mm. Alors tu sais, ce qui est bien, c'est qu'avec la numérisation, tu es obligé de devenir technicien. J'ai dû réparer des machines, faut mettre les mains dans le cambouis parfois pour faire de l'histoire. Les gens se rendent pas compte. Moi, j'ai un format de vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Numérisator, où je mets en ligne ce que j'ai numérisé, donc des vidéos qui sont issues d'anciens Super 8, d'anciens films en VHS, etc. Et les gens se rendent pas compte que parfois j'ai galéré pendant 20 heures avant d'arriver à un résultat potable, quoi. Ah oui, de toute façon, la question du support et de la sauvegarde, elle est hyper intéressante aussi. À ce propos, d'ailleurs, j'ai une anecdote, c'est je crois que au moment où les usines en Asie ont arrêté de fabriquer des magnétoscopes, c'est l'INA en France qui a acheté en fait les derniers stocks des centaines de magnétoscopes qu'il y avait là-bas en se disant il faut absolument qu'on en achète beaucoup. Comme ça, dans 20 ans, il y en aura au moins un qui marchera encore pour qu'on puisse lire des VHS, quoi. C'est un vrai problème. Ouais, c'est un vrai problème et c'est un problème qu'on a en tant qu'historien parce que des fois, on a accès à des ressources. Alors avec l'informatique, ça va devenir bien pire. On a accès à des ressources et on n'a plus le matériel pour les lire. Avec l'informatique, moi, des fois, je retrouve des disquettes qui datent de Windows 95, mais j'ai pas de lecteur disquette. Donc, il faut encore racheter du matériel et en fait, petit à petit, l'historien, ça va devenir un véritable archiviste numérisateur, puisqu'il va devoir, ne serait-ce que pour avoir accès à l'information, il va devoir avoir un matériel qui lui permet de lire le format codé de toutes les générations d'informatique. Et ça va devenir intéressant dans les prochaines années. Alors, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Là, on a fait une belle demi-heure sur la méthodo. Et donc, parlons un petit peu de l'arrivée du judo et du karaté en France. Donc, c'est vrai que quand on parle d'arts martiaux, il y a beaucoup de noms qui peuvent nous venir en tête. On a cité quelques-uns tout à l'heure. Mais on parle beaucoup du judo et du karaté. Alors, plus généralement, un art martial, c'est quoi ? Alors, c'est une excellente question. Dans l'imaginaire collectif, tout le monde se représente l'art martial, puisqu'en France, depuis de nombreuses années, tout le monde sait ce que c'est qu'un art martial, parce que tout le monde a vu du judo, du karaté, du kung-fu. Et donc, on a cette image de ce que c'est que l'art martial. C'est une pratique, une méthode plutôt de combat asiatique pour la plupart des gens. En allant plus loin, évidemment, on se rend compte qu'on a des arts martiaux aussi en Occident. C'est pas forcément quelque chose qui vient d'Asie. Et donc, ces dernières années, par exemple, avec le Béour, avec les arts martiaux historiques européens, on a vu réémerger de nombreuses méthodes martiales qui étaient occidentales à proprement parler. Donc, les arts martiaux, c'est pas seulement asiatique. Maintenant qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Alors, il faut comprendre que le terme art martial est en fait une traduction en français de martial arts en anglais, puisque c'est les Anglais, les anglo-saxons qui ont été les premiers à importer des méthodes asiatiques de combat. Et donc, ils ont appelé ça martial arts, mais en fait, le terme arts, donc que nous on traduit par art, comme la peinture ou la calligraphie, en fait, pour eux, c'était plutôt proche du latin artes. Et artes, en latin, c'est une technique. Donc, en fait, ça correspond à la maîtrise d'une technicité martiale. Donc, c'est vraiment pour eux l'art de la guerre, si tu veux. C'est comment combattre. Maintenant, de nos jours en France, la définition a évidemment évolué tout au long du XXe siècle. Et maintenant, on a des arts martiaux à proprement parler artistiques, c'est-à-dire qui ne sont plus des méthodes de combat, mais qui sont des arts de loisir. Donc en fait, le mot arts martiaux est un terme qui, de nos jours, n'a plus la même signification qu'au moment où il a été adopté en France. Et de nos jours, sa signification, elle est plutôt à s'inscrire dans les sports, les loisirs, dans l'histoire culturelle, que dans l'histoire martiale à proprement parler. Il faut bien faire un distinguo. Il faut distinguer les méthodes de combat qui sont utilisées pour la guerre. Par exemple, si on parle de judo et jujitsu, le jujitsu au Japon, c'était un des 18 arts martiaux que devaient pratiquer les samouraïs, avec le maniement de la lance, le maniement du sabre, le maniement de l'arc. Donc, ils avaient des arts martiaux qui étaient en fait, nous on utilise le terme d'arts martiaux, mais qui étaient en fait plutôt des méthodes de combat. On devait savoir se battre avec un katana, avec une lance, avec une épée, etc. De nos jours, quand on dit arts martiaux, on ne veut plus dire méthode de combat simplement, mais il y a une vraie partie artistique qui s'est développée. Et donc le terme arts martiaux
il désigne vraiment une pratique que je pense qu'on peut inscrire dans le cadre des loisirs. Très souvent, sur les réseaux sociaux, si tu connais un peu les milieux martiaux, tu le verras, il y a une opposition qui est faite entre sport et arts martiaux. Les gens disent, moi, je pratique pas du sport, je pratique un art martial, avec l'idée que art martial, ce serait une pratique plus dure, plus difficile que le sport. C'est complètement aberrant de voir les choses comme ça, en réalité, au niveau historique. Les premiers arts martiaux à s'être exportés en France, en Occident, ce sont des sports. Le judo, ça a été créé par son fondateur, Jigoro Kano, comme un sport moderne. C'était d'ailleurs quelqu'un qui voulait faire adopter le judo aux Jeux Olympiques. Donc il était vraiment dans une démarche moderniste à propos de la pratique des sports. Et il a créé le judo comme un sport tout à fait moderne à son époque. Karaté, même chose. Quand le karaté s'est exporté dans les pays occidentaux, et même quand il s'est diffusé au Japon, c'était un sport tout à fait dans son temps. On peut pas vraiment, scinder en deux la pratique en disant d'un côté il y a les arts martiaux et de l'autre côté il y a les sports de combat. En réalité, c'est la même chose. On parle de la même chose. Le karaté, c'est un art martial et c'est un sport de combat. Et on peut pas dire au 19e siècle c'était seulement un art martial et au 21e siècle c'est seulement un sport de combat. Au 19e siècle, ils pratiquaient comme nous, les gars. Ils pratiquaient pas pour aller à la guerre. Ils pratiquaient sur leur temps libre, après leur journée de travail, parfois simplement pour s'amuser, parfois vraiment pour devenir très fort. Donc, il y a toutes les pratiques et on peut pas séparer les deux termes. Donc, le mot arts martiaux de nos jours, c'est vraiment à inscrire dans la pratique des sports de combat, dans l'idée d'une pratique de loisir. Je crois qu'il y a très peu de personnes en pourcentage qui pratiquent les arts martiaux vraiment pour le côté martial, c'est-à-dire pour utiliser ça sur le champ de bataille, à part les militaires peut-être. Tu peux nous faire un petit topo sur les arts martiaux en France? C'est beaucoup pratiqué aujourd'hui? Oui. En France, on a quand même des fédérations qui comptent un certain nombre de pratiquants. Alors la Fédération française de judo, elle a eu une chute assez colossale pendant la période Covid, mais là c'est bien remonté. Ils sont à 500 et quelques mille pratiquants, donc c'est quand même... c'est une fédération qui est importante. La Fédération française de karaté, je ne sais plus exactement à combien de pratiquants ils sont, mais je crois qu'il y a environ 100 000 karatékas en France. Alors, il faut savoir que dans la Fédération française de karaté, ça s'appelle Fédération française de karaté et discipline assimilée. Donc, il y a aussi du penchak silat, il y a d'autres arts martiaux, il n'y a pas que le karaté. Il y a des kobudo, donc des arts martiaux avec armes d'Okinawa. Donc, en karaté pur, je pense qu'il doit y avoir environ 100 000 pratiquants en France. Et en judo, environ 550 000, ça dépend des années. Et après, il y a aussi le taekwondo, le kung-fu, il y a aussi l'aïkido. Enfin, il y a beaucoup d'arts martiaux et ça fait quand même un panel de gens assez important. Il y a pratiquement 1 million de personnes en France qui pratiquent les arts martiaux. Il y a déjà 550 000 judokas pratiquement, plus tous les autres arts martiaux et sports de combat. Si on ajoute aussi la boxe anglaise, la boxe française, la boxe thaï, ça fait pratiquement 1 million de personnes en France, donc ça fait un nombre assez conséquent. Il s'est passé quoi en 1905 ? Alors, on rentre dans le vif du sujet à propos de l'arrivée des arts martiaux japonais en France. La France ne connaissait pas les arts martiaux japonais avant cette année-là. Alors en fait, il y avait des bribes de méthodes qui étaient connues surtout par les militaires, mais en 1905 arrive à Paris le Jiu-Jitsu. Et le Jiu-Jitsu, c'est une méthode de combat qui est donc importée par des professeurs japonais en France, mais surtout par des professeurs de culturisme, de culture physique. Un en particulier qui est connu des culturistes, Edmond Desbonnets, qui a fait un effort de propagande assez important à propos du Jiu-Jitsu. Il a écrit de nombreuses revues, des articles, des magazines. Et en fait, grâce à cet effort de propagande, le Jiu-Jitsu, il s'est inséré dans la société parisienne. Alors c'est un phénomène qui est à proprement parler parisien. On en retrouve des traces en France, des traces du Jiu-Jitsu en France dans ces années-là, 1905, 1910. Mais l'année 1905, c'est vraiment l'arrivée du Jiu-Jitsu en France par Paris. Et la haute société parisienne s'est beaucoup intéressée à cette pratique, justement grâce à la propagande qu'a fait Edmond Desbonnets et un professeur qui s'appelait Régnier, et ça s'écrivait R-E-G-N-I-E-R, et il a japonisé son nom pour son effort de propagande, et il s'est appelé Ré, plus loin Nier, R-E, plus loin N-I-E. Et en fait, lui aussi a fait un effort de propagande assez conséquent, et ces deux personnes ont diffusé le Jiu-Jitsu à Paris, entre 1905 et les années suivantes, 1910, et toute la société parisienne s'est mise au Jiu-Jitsu. C'est vraiment impressionnant. C'était une mode, mais une mode, tout le monde ne parlait que du Jiu-Jitsu à Paris en 1905. Il y a eu des grands galas, des combats entre Jiu-Jitsuka et pratiquants de boxe française. Il y a eu même des chansons qui étaient chantées à propos du Jiu-Jitsu dans les cabarets. Donc c'était vraiment une mode incroyable qui a frappé Paris en 1905.
Et ça a donc donné aux arts martiaux japonais un effet de mode. Et ensuite, se sont installés plusieurs professeurs qui ont enseigné ces méthodes. Alors, il n'y avait pas de bénévoles à l'époque, hein, c'était à but lucratif, c'était des professeurs professionnels. D'ailleurs, c'était souvent des lutteurs de foire, des gens qui se produisaient, qui étaient itinérants un petit peu partout autour de Paris et en France. Moi, là, d'ailleurs, sur mes recherches sur la Côte d'Azur, j'ai retrouvé dans les archives du Palais de Monaco une fiche à propos d'une fête qui a été produite en 1926. Et je vois qu'à la fin de la fête, il y a eu une démonstration de jiu-jitsu par deux professeurs, donc en 1926, très tôt, professeurs Paillet et Arcas, dont je n'ai aucune idée de qui c'était, puisque j'ai retrouvé aucune autre information à leur nom. Donc c'est ça aussi la recherche. Parfois, on ne trouve pas toutes les pistes qu'on voudrait. Mais quoi qu'il en soit, entre 1905 et les années suivantes, jusqu'à 1915-1920, le jiu-jitsu, ça a été vraiment la mode en France. Il y a eu des salles qui se sont ouvertes un petit peu partout autour de Paris, et les gens se sont mis au jiu-jitsu vraiment beaucoup. Il y a des pleines pages de une d'articles de journaux qui présentent le jiu-jitsu. Ah d'ailleurs, j'ai pris, pour ceux qui ont la vidéo, j'ai pris un exemple. Ça, c'est le Grand Illustré, c'est un supplément de la Dépêche, et ça date de 1905, hein, ça date d'avril 1905, donc j'ai aussi les documents originaux. Et dans ce Grand Illustré, il y a tout un tas de sujets qui sont évoqués, dont le jiu-jitsu. Il y a un véritable encart technique à propos de prise de jiu-jitsu qui est fait, alors que c'est un journal tout à fait mondain qui présente les événements de la vie parisienne. Pour ceux qui voient pas la vidéo, là, on a vraiment cette photo de position en disant voilà, tu mets ton bras ici. Exactement, c'est vraiment des explications techniques qui sont véhiculées dans des journaux tout à fait mondains. Donc il y a une vraie mode qui frappe Paris en 1905, la mode du jiu-jitsu, et une grande partie de la haute société parisienne s'est mise au jiu-jitsu. Et après, ça a continué plus tard, à la fin des années 20, début des années 30, avec le judo. Ouais, alors justement, quand on parle d'arts martiaux en général, il y a plein de disciplines différentes, et pour un novice, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Alors, c'est quoi la différence, par exemple, entre le judo là et le jujitsu, pardon ? Alors, il y a une différence historique. Le judo, ça a été créé par Jigoro Kano, un professeur japonais, en 1882. Donc bien après la révolution Meiji. Je rappelle que la révolution Meiji, c'est 1868. Donc c'est le moment où le Japon se modernise. Avant cela, le Japon avait dans ses provinces de très nombreuses écoles de jiu-jitsu. Donc des écoles qui étaient liées aux seigneurs, aux samouraïs. En fait, il fallait que les samouraïs, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'entraînent aux arts martiaux vraiment dans le sens de méthode de guerre. Il fallait qu'ils sachent manier la lance, etc. Et il fallait aussi qu'ils sachent se battre à main nue. Et donc, les grandes provinces japonaises et les grands daimyos entretenaient des professeurs qui enseignaient ce jiu-jitsu, mais aussi souvent le maniement des armes. Et donc, historiquement, il y a une différence à faire entre le jiu-jitsu japonais qui existe avant la révolution Meiji et le judo qui existe 20-30 ans après la révolution Meiji et qui commence à se diffuser dans le monde très tôt. Donc, le judo de Jigoro Kano, il est fondé techniquement, puisque Jigoro Kano a été l'élève, par deux écoles. Jigoro Kano a été l'élève d'un professeur de l'école Kitoryu, qui est une école de jiu-jitsu, et de l'école Tenjin Shinyo, qui est une autre école de jiu-jitsu. Donc, si on veut faire une généalogie des savoirs, on aurait deux branches qui mènent au judo. En réalité, c'est plus compliqué que ça, mais pour simplifier, on va faire ça comme ça. Et donc, Jigoro Kano, il a modernisé les savoirs de ces deux écoles, et il a créé le judo à partir des techniques de ces deux écoles qu'il a grandement modifiées. Alors, tu nous as dit que ce Jiu-Jitsu, il arrive en 1905, il débarque comme ça, il défonce toutes les portes à Paris en 1905. Le judo, lui, il arrive un petit peu plus tard. Oui, il arrive un petit peu par les mêmes biais. Il faut savoir que le Jiu-Jitsu était pratiqué à Londres depuis la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et c'est d'ailleurs à Londres que les Français ont découvert le Jiu-Jitsu, puisque Edmond Desbonnets, qui était le culturiste dont j'ai parlé, il a découvert le Jiu-Jitsu à Londres. Et il a envoyé Régnier, qui avait japonisé son nom en Régnier, pour apprendre ce jiu-jitsu à Londres. Et le judo, il est arrivé un petit peu par le même biais, si je puis dire, puisque il y a un Français, enfin un habitant de Paris, plus exactement, puisqu'il n'était pas de nationalité française, qui s'appelait Victor Mirquin, qui a entendu parler du jiu-jitsu à Londres, et en Grande-Bretagne, je crois qu'il était aussi à Oxford, mais bon, bref. Et une fois de retour à Paris, au début des années 30, il s'est dit, mais il faudrait importer un petit peu ce jiu-jitsu. Et en fait, il a fait appel à un professeur qui s'appelait
Mikinosuke Kawaishi. Et donc, Monsieur Kawaishi était un professeur de judo. Il était assez gradé, je crois qu'il était 2e ou 3e dan à l'époque, en 1935. Donc, il a débarqué à Paris en 1935 pour commencer à professer en tant que professeur de judo professionnel. Et il faut savoir que le Victor Mirquin dont j'ai parlé, il n'était pas tout seul à s'intéresser au jiu-jitsu. Il y avait déjà un gars très intéressant dont la vie est vraiment digne d'un roman d'aventure qui s'appelait Moshe Feldenkrais. Il faut savoir que les deux gars, Victor Mirquin et Moshe Feldenkrais, c'est deux juifs qui habitent Paris dans les années 30, donc au moment de la montée de l'antisémitisme en Europe. Et en 1935, il y a les lois de Nuremberg juste de l'autre côté du Rhin, en Allemagne. Donc c'était assez difficile pour eux. En plus, ils étaient sionistes, ils étaient militants sionistes. Donc ils militaient à l'époque pour la création d'un État d'Israël qui n'existait pas à l'époque. Et donc ils se frottaient régulièrement à ce qu'on appelait les Apaches à Paris, c'est-à-dire des gangs de la pègre. Et ils avaient à se défendre. Et ils s'intéressaient beaucoup, les deux, Moshe Feldenkrais et Victor Mirquin, au jiu-jitsu. Donc, ils pratiquaient tous les deux le jiu-jitsu, à la différence que Moshe Feldenkrais, c'était un scientifique. Il était assistant de Frédéric Joliot-Curie à l'Institut du Radium. Et donc, c'était un mec qui avait un doctorat en sciences physiques, qui avait étudié les mathématiques. Enfin, c'était un gars qui était vraiment, qui était dans les sciences au niveau le plus élevé de l'époque. Et d'ailleurs, il a participé après, pendant la Seconde Guerre mondiale, à des travaux sur la création du radar sonar. Donc c'est vraiment quelqu'un d'intéressant, au parcours très intéressant. Et ce gars-là, donc, il s'intéressait au jiu-jitsu. Et il se trouve qu'en 1933, il y a Jigoro Kano qui a fait un petit passage par Paris, où il a tenu une conférence au lycée des Arts et Métiers sur le judo. Donc il a rencontré Moshe Feldenkrais. Ils se sont parlé dans un français-anglais approximatif, puisque Jigoro Kano, le japonais de son état, maniait un petit peu le français, un petit peu l'anglais. C'était quelqu'un de très cultivé, Jigoro Kano. Il maniait peut-être même un peu l'allemand. On a des traces de quelques mots qu'il connaissait en allemand. Et donc, ils se sont parlé, ils se sont échangés des informations. Et à partir de ce moment-là, Moshe Feldenkrais, il s'est mis en tête de diffuser le judo en France. Donc, c'est en faisant venir le professeur japonais dont j'ai parlé, Mikinosuke Kawaishi, en 1935, que ces deux personnes, Moshe Feldenkrais et Victor Mirquin, ont amené en France celui qui va être le premier ponte du judo japonais, Mikinosuke Kawaishi. Et à partir de là, le judo s'est développé de manière pérenne, à la différence du jiu-jitsu, puisque comme je l'ai dit, les professeurs qui enseignaient le jiu-jitsu dans les années 1905 et suivantes, c'était souvent des professionnels de la lutte et du jiu-jitsu dans les foires, donc ils étaient itinérants. Ils avaient souvent des salles ouvertes dans les académies, mais ils bougeaient beaucoup. Ils restaient jamais très longtemps au même endroit. C'est ce qui a fait que le jiu-jitsu, au milieu des années 20, il a commencé à péricliter, et donc ça a laissé la place au judo, qui est arrivé au milieu des années 30, et qui a repris la place du jiu-jitsu. Parce que le judo était plus structuré. Voilà, exactement. D'ailleurs, c'est marrant parce que je suis en train d'écrire ma thèse en ce moment, là, ces dernières semaines, et la semaine dernière, j'ai écrit là-dessus, donc c'est assez frais. Et en plus de ça, ce qu'il faut dire, c'est que on avait déjà des arts martiaux en France à cette époque-là. On avait déjà des académies de lutte parisienne, qu'on appelle la lutte gréco-romaine. On avait des académies de cannes, de sabre. Enfin, on avait des arts martiaux français à proprement parler. Sauf qu'il y a eu la Première Guerre mondiale qui est passée par là, et de très nombreux professeurs sont décédés pendant la Première Guerre mondiale. Et puis des étudiants qui étaient doués, qui auraient pu ouvrir des salles par la suite, etc. Donc il y a eu une vraie hécatombe de ce côté-là, du côté de la boxe française, et donc ça a laissé la place aux arts martiaux japonais, qui ont repris le flambeau des arts martiaux, si on peut s'exprimer ainsi. Donc en fait, le judo, il arrive pile au bon moment. Il arrive au moment où le jiu-jitsu périclite, il n'y a plus beaucoup de boxe française pour lui faire opposition, et en plus de ça, c'est la grande époque des sports et loisirs dans les années 30, même s'il y a eu la crise des années 30, c'est la grande époque des sports et loisirs, et après-guerre, cette diffusion des sports et loisirs, elle explose complètement après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y a une diffusion du judo qui se fait de manière incroyable dans toutes les régions de France. Bon, en tout cas, l'histoire de ces deux juifs, Victor et Moshe, c'est ça. Pour moi, ça, c'est le début d'un scénario assez cool de film hollywoodien où les types se forment au karaté et vont éclater du nazi après. Honnêtement, il y a un début de scénario. Alors en plus, j'ai pas parlé de la guerre, mais Victor Mirquin et Moshe Feldenkrais, ils ont participé à la guerre. Victor Mirquin, par exemple, c'est un héros de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Il a participé au débarquement de Provence et il a libéré la ville de Toulon. Alors moi qui fais mes recherches sur la Côte d'Azur, je le savais pas au début. C'est en cherchant de plus en plus d'informations sur son cas que je me suis rendu compte qu'il y avait carrément une plaque à son nom à Toulon. Pas loin de la gare d'ailleurs, donc à chaque fois que je vais faire mes interviews, je passe devant, je l'avais pas vu au début.
Et le gars sur un coup de bluff, il a fait croire je crois par radio aux Allemands qu'ils étaient encerclés. Les Allemands s'étaient retranchés avec les Italiens, s'étaient retranchés autour de Toulon. Il y avait 800 officiers allemands. Et il leur a fait croire qu'un tir d'artillerie allait être déclenché et qu'on allait les dégommer, en gros. Et les gars se sont rendus alors qu'il y avait personne autour d'eux. Donc, sur un coup de bluff, il a participé à la libération d'une bonne partie de la ville de Toulon. Donc, c'était quand même quelqu'un d'assez exceptionnel. D'ailleurs, il a été décoré à titre posthume puisqu'il est mort en Alsace pendant l'avancée sur l'Allemagne, en essayant de libérer une église qui était prise par les Allemands. Il s'est pris une balle en pleine tête et il est décédé à ce moment-là. Et donc, il a été décoré à titre posthume de presque tous les ordres militaires de différents pays d'ailleurs, de Grande-Bretagne et de France. Donc, c'est quelqu'un qui a participé activement à l'effort de guerre contre les Allemands. Et Moshe Feldenkrais aussi, puisque comme je l'ai dit, il a participé à mettre au point le sonar, qui était utilisé pour lutter contre les bateaux et les sous-marins allemands. Bon, Victor, en tout cas, c'était le plus gros hippon de sa carrière. On nous demande juste si Feldenkrais, c'est un rapport avec la discipline contemporaine. Je ne sais pas de quoi on parle, mais peut-être que tu... Alors, le Moshe Feldenkrais en question, lui, il n'est pas mort pendant la guerre. Il est surtout connu de nos jours parce qu'il a eu une blessure au genou. Alors, je ne sais pas si c'est lié au genou, mais une blessure assez handicapante. Et après-guerre, il a mis en place une méthode de rééducation en Israël, et une méthode de rééducation basée, comme c'était un scientifique, je l'ai dit, basée sur vraiment la connaissance de l'anatomie. Et donc maintenant, il y a des instituts Feldenkrais qui existent un petit peu partout dans le monde, où on enseigne cette méthode de rééducation et de maintien du corps en bonne santé. Donc c'était quelqu'un qui vraiment a participé non seulement au niveau technique, mais aussi au niveau philosophique au judo, puisque en France, au début du judo, était enseignée la méthode Kawaishi. Donc, je l'ai dit, c'est le professeur Kawaishi, un professeur japonais qui est venu à Paris en 1935 et qui a enseigné jusqu'en 44. Après, quand il y a eu les Américains qui sont arrivés, il est parti parce que il était japonais, il avait peur pour sa vie. Et il est revenu en 48 et il a continué à enseigner le judo de 48 jusqu'à son décès. Je me rappelle plus exactement quand d'ailleurs, mais bon, bref. Et cette méthode, la méthode Kawaishi, présente les prises de judo totalement différemment de ce qu'on fait de nos jours. Il avait créé une méthode numérotée avec chaque mouvement de judo ayant un nom avec un numéro. Donc, tous les mouvements de hanche s'appelaient premier mouvement de hanche, deuxième mouvement de hanche, troisième mouvement de hanche. Tous les mouvements où on projette avec les bras, premier mouvement de bras, deuxième mouvement de bras, troisième mouvement de bras, etc. Et je me suis beaucoup intéressé à cette méthode ces derniers temps pour écrire l'introduction de ma thèse. Et je me suis rendu compte qu'il était fort à parier que Feldenkrais, qui était, comme je l'ai dit, un fin connaisseur de l'anatomie, y ait beaucoup participé. Et qu'en fait, on appelle cette méthode-là, pas tout à fait à juste raison, la méthode Kawaishi. On devrait peut-être l'appeler la méthode Kawaishi-Feldenkrais, parce que ce sont les deux personnes qui ont codifié cette méthode. Je rappelle que Kawaishi, c'était un japonais. Il parlait très peu français au début, quand il est arrivé en France. Et les bouquins qui s'appellent méthode Kawaishi, que j'ai dans ma collection, sont des bouquins qui ont en fait été rédigés par Feldenkrais. Donc, il a activement participé à l'élaboration de cette méthode. Et effectivement, de nos jours, il est surtout connu pour cette méthode de rééducation articulaire qu'il a mise au point. Alors du coup, pendant on a parlé de la Seconde Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale justement, et après, comment est-ce que le judo a continué de se répandre en France ? Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a une première phase, c'est vraiment la débâcle. C'est-à-dire que les judokas qui étaient surtout installés à Paris n'étaient pas du tout préparés à devoir quitter Paris. Et d'ailleurs, il y a un récit qui est raconté dans le livre de Claude Thibault qui s'appelle 1 million de judokas. Où deux judokas qui étaient partis de Paris pour le sud, pour fuir l'avancée des Allemands, se retrouvent par hasard dans le sud de la France, se croisent à un moment, et il y en a un qui part pour l'Espagne, l'autre qui pense aller en Grande-Bretagne. Enfin, c'est vraiment la débâcle. Tout le monde part un peu en panique. Moshe Feldenkrais lui-même, il part de Paris et il rejoint les forces françaises installées en Grande-Bretagne, donc le général de Gaulle. Et là, il participe activement, donc comme tu l'as dit, à l'élaboration du sonar, donc il continue à lutter contre les Allemands. Mais pour les judokas parisiens, c'est vraiment la débâcle. C'est-à-dire qu'il y a une période où quelques salles de judo restent ouvertes. Au début, tout ferme, évidemment. Après, ça réouvre. Mais ça réouvre sous occupation, donc c'est compliqué. C'est pas le même judo que maintenant. En plus de ça, la qualité de vie sous occupation avec les pénuries alimentaires, etc. Enfin, c'était vraiment difficile à cette époque-là de maintenir un judo institutionnalisé et structurel. D'ailleurs, j'ai un des judokas de la Côte d'Azur qui a le grand âge de 97 ans aujourd'hui, qui est toujours vivant. Il m'a expliqué qu'il a appris le judo, il a commencé le judo en 1943 en région parisienne à cette époque-là. Et il me disait c'était difficile parce que des pénuries, des rationnements, enfin c'était pas
c'était pas des jours joyeux, quoi. Donc oui, il y a des gens qui ont commencé le judo à cette période-là. Les judokas s'entraînaient toujours, mais c'est un judo qui est différent. Alors il y a la débâcle, et puis après la débâcle, pendant l'occupation, il y a un judo qui se réinstitutionnalise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Allemands pratiquaient déjà le judo avant-guerre. D'ailleurs, il paraît, alors je l'ai pas lu, mais il paraît que dans Mein Kampf, Hitler parle du jujitsu et qui dit à un moment qu'il serait bon que les hommes pratiquent le jujitsu. J'ai vu l'info passer sur une de mes lectures, il faut que je vérifie, donc il va falloir que j'achète cette bouse. La version commentée. Donc il est fort probable qu'il y avait une culture judo et jujitsu en Allemagne avant-guerre. On en a de traces, hein. On a du jujitsu policier, par exemple, l'utilisation du jujitsu par la police et par l'armée. Donc on en a des traces, et il est possible, j'ai pas encore fini mes recherches à ce sujet, mais il est possible que pendant l'occupation, les forces d'occupation aient participé à un moment à diffuser le judo. Je rappelle que Kawaishi, il s'en va en 44. Donc, entre 1940 et 1944, il continue son activité de diffusion du judo. Alors, je pense pas qu'il ait été collaborationniste au dernier degré. Je pense que plus ou moins la plupart des judokas, ça leur faisait ni chaud ni froid. Ils s'intéressaient juste au judo, ils étaient vraiment à fond dedans. Mais par contre, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que sur la Côte d'Azur, moi, j'ai beaucoup de professeurs pour lesquels j'ai un trou dans la filiation. C'est-à-dire, quand je fais la généalogie des savoirs et que je dis, bon, tel professeur a appris auprès de tel autre professeur qui a enseigné, j'arrive à un gars qui s'appelle Robert Sauvenière et qui lui enseignait le judo aux forces de police de l'occupation, en particulier à Vichy. Et ce gars-là, il a visiblement enseigné à certains des professeurs de la Côte d'Azur qui sont décédés depuis, parce que c'était en 1943, c'était il y a un moment. Et j'ai du mal à savoir si c'était vraiment un enseignement qui était diffusé dans le cadre de l'occupation pour servir l'occupant, ou si c'était simplement un enseignement sportif. C'est difficile, en l'absence d'archives concrètes à ce sujet, de remonter jusque-là. Mais par exemple, il y a un judoka sur la Côte d'Azur, Robert Bogaert, pour lequel ses élèves, quand je les ai interviewés, m'ont dit « mais je ne sais pas de qui Robert Bogaert avait appris le judo ». Alors que c'était le pionnier du judo dans le département des Alpes-Maritimes. Il avait fondé son club en 47 et il avait continué à enseigner jusqu'en 97. Donc c'était quelqu'un de très connu. Et c'était un des pionniers du judo et personne ne savait d'où il avait appris le judo. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il avait appris avec Robert Sauvenière. Donc il est probable, disons, que les gens qui avaient appris pendant l'occupation ou pendant la guerre, ils mettaient pas trop en avant leur filiation. En particulier d'un fait simple, c'est que pendant l'occupation et pendant la guerre, ils n'avaient pas accès à une pratique toutes les semaines, tous les jours. C'était sous la forme de stage de temps en temps. Donc c'était pas une pratique qui amenait à un niveau légitime. On va dire ça comme ça. Les ceintures vertes ouvraient des clubs de judo à l'époque, hein. Il y avait tellement peu de judokas en France que, au bout d'1 ou 2 ans de judo, on ouvrait des clubs. Si dans la ville où on résidait, il n'y avait pas de club, on en ouvrait un. Donc c'est assez compliqué de revenir sur le judo dans la guerre parce que ça pose les questions qui sont liées à l'occupation, c'est toujours délicat. Et puis en même temps, on peut pas faire des présomptions de culpabilité ou d'innocence. Il faut vraiment être factuel. Il faut dire voilà, un tel a pratiqué le judo à telle période, à tel endroit, et puis le lecteur se fera son avis. Mais le problème, c'est que en l'absence de documents et en l'absence de témoignages oraux, là, ça devient très compliqué. Pendant le pré-entretien donc de cette émission, tu nous as parlé du Fort Carré d'Antibes. Pour la Côte d'Azur, on a une particularité, c'est qu'il existe un Fort Carré à Antibes, donc un Fort Vauban à Antibes, dans la ville d'Antibes. Et ce fort, il a été utilisé dès la fin de la guerre pour y installer une école militaire dans laquelle seraient instruits les futurs moniteurs de sport de combat de l'armée. Ça s'appelait l'EMESC, École militaire d'escrime et de sport de combat. Et cette école, elle a été vraiment le centre de la diffusion du judo au niveau régional, sur la Côte d'Azur. De là sont sortis pratiquement tous les premiers professeurs que j'ai rencontrés ou dont j'ai entendu parler, s'ils sont décédés. Tous ceux qui ont ouvert des clubs dans des villes, à Cannes, à Grasse, à Menton, à Nice, etc. Tous les premiers professeurs sortent de ce Fort Carré où ils ont appris le judo dans le cadre de leur formation en tant que moniteur ou aide-moniteur des sports de combat de l'armée. Il faut savoir que la formation durait en général 6 mois pour former les moniteurs, les aides-moniteurs, et que pendant ces 6 mois, les pratiquants faisaient du judo, de la lutte, de l'escrime, de la natation militaire, de la course à pied. Enfin, ils faisaient vraiment énormément de sport. Ils avaient des journées d'ailleurs très chargées, vu le planning que j'ai pu avoir entre les mains. Donc c'était vraiment quelque chose d'important, cette école d'instruction.
Et le Fort Carré a donc été le point de départ de la diffusion du judo au niveau régional pour la Côte d'Azur. Mais pas seulement. Quand Monsieur Kawaishi, le professeur dont j'ai parlé, qui a diffusé le judo à Paris, est revenu en 1948, il a fait un passage par le Fort Carré, où il y a eu des démonstrations, des compétitions, etc. Et donc très tôt, le Fort Carré a été vraiment un des lieux centraux du judo en France, pas seulement sur la Côte d'Azur. Et je rappelle aussi que les gens qui étaient, à l'époque, il y avait le service militaire, donc les gens qui étaient sportifs étaient souvent envoyés dans ces institutions militaires-là, comme le Fort Carré, le bataillon de Joinville, pour y pratiquer les sports pendant leur service militaire. Donc il y a vraiment eu au Fort Carré quelque chose de vraiment impressionnant, aussi bien au niveau régional qu'au niveau national, avec de là des gens qui sont sortis avec des grades de judo, parfois des grades d'escrime, des grades de lutte, etc. Au Fort Carré, il y avait par exemple un professeur, Monsieur Vimeux, qui était à l'origine professeur de boxe française et qui s'est mis au judo, qui a découvert le judo au Fort Carré. Il était instructeur au Fort Carré, donc il instruisait les jeunes à la boxe française, mais il a découvert le judo et il a été le premier, un des premiers en tous les cas, à ouvrir un club de judo à Antibes, donc juste à côté du Fort Carré. Donc de là sont sortis vraiment des gens, non seulement d'un grand nombre, si on peut dire les choses comme ça, mais aussi d'une grande qualité, parce qu'ils avaient accès à une technique assez évoluée pour l'époque. Et un en particulier que je dois citer, c'est Bernard Midan. Bernard Midan, à l'origine, c'était un berger. Il habitait pas sur la Côte d'Azur. Et Bernard Midan, il s'est mis au judo pendant la guerre. Et il a été blessé pendant la guerre. Il a été blessé par un éclat d'obus tiré par les Allemands. Donc, il a été dans un hôpital militaire. Il a été démobilisé, etc. Et ensuite, il a repris sa pratique. Il avait un club qui marchait très fort sur la Côte d'Azur. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a d'abord ouvert un club à Lyon, où il a eu près de 1000 élèves. Alors pour l'époque, dans les années 50-60, 1000 élèves en judo, c'est colossal. Il avait un club, même de nos jours, 1000 élèves dans un club de judo, enfin ce serait fou, quoi. Il avait un club qui marchait extrêmement fort à Lyon. Et dans les années 60, il est revenu s'installer sur la Côte d'Azur. Il a été muté ici en tant que conseiller technique régional pour le judo. Et à partir du Fort Carré, où il a instruit les jeunes lui aussi, il a pu diffuser le judo d'une manière vraiment exceptionnelle. Et c'est lui aussi d'ailleurs qui a écrit le code moral du judo en 1985. Donc le fameux code moral avec la sincérité, etc. C'est lui qui l'a écrit en 1985. Donc on a souvent l'impression que c'est des trucs qui datent du Japon féodal ou d'une époque vraiment très éloignée. En fait, non, c'est tout à fait contemporain. C'est Bernard Midan qui l'a écrit en 85. Bon, il s'est inspiré du code moral des samouraïs, mais il a écrit ce code très récemment. Donc c'est quelqu'un d'important pour l'histoire du judo et pratiquement tous les judokas que j'ai interviewés jusqu'à présent m'ont dit j'ai suivi des stages avec Bernard Midan, il m'a aidé pour tel truc, donc c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et le Fort Carré a donc été le lieu de diffusion privilégié du judo au niveau régional, mais aussi au niveau national à cause, comme je le disais, de cette école d'instruction militaire. Ouais, globalement, on peut dire que les institutions militaires ont eu quand même un gros rôle dans la diffusion du judo, quoi. Ouais. Oui, et aussi, d'ailleurs, pas que en France, mais aussi en Centrafrique, puisque à Fréjus, donc toujours sur la Côte d'Azur, on a le groupement d'instruction des troupes de marine. Et il se trouve qu'il y avait un judoka qui était actif à cet endroit-là, qui s'appelait Marcel Chopin. Et lui, il a ouvert des clubs de judo lorsqu'il a été renvoyé dans des bases militaires en Afrique centrale, en Afrique subsaharienne. Il n'a pas été le seul d'ailleurs, il y a eu d'autres judokas de la Côte d'Azur qui se sont installés à un moment ou à un autre, soit au Maghreb, soit en Afrique subsaharienne, soit en Afrique centrale. Donc ça a été vraiment un point de départ de diffusion du judo assez vaste. D'ailleurs, un des judokas que j'ai interviewé, Monsieur Morato, qui a ouvert un club à Antibes, lui, il a appris le judo au Maroc, à Casablanca, avec un professeur, Monsieur Marissal, qui lui avait été formé au Fort Carré. Donc en fait, même les gens du Maghreb, parfois, apprenaient le judo auprès de gens qui avaient été formés au Fort Carré d'Antibes. Donc c'est vraiment un endroit fondamental pour l'histoire du judo en France. Alors, tes deux spécialités, donc c'est le judo et le karaté. Si on parle un petit peu du karaté, tout à l'heure tu nous as dit que en fait le karaté ça regroupe pas une réalité. En fait, il y a quand même pas mal de disciplines qui sont regroupées sous le terme karaté. Est-ce que peut-être tu peux nous parler un peu des courants majoritaires ? Oui, alors comme je l'ai écrit dans mon bouquin, tiens, c'est le moment de se faire son auto-promo. Voilà, histoire du karaté sur la Côte d'Azur pour ceux qui ont l'image. Donc le karaté, c'est pas un art martial. En fait, c'est une nébuleuse d'arts martiaux. Je crois qu'il existe aujourd'hui plusieurs centaines de styles de karaté dans le monde, peut-être même plusieurs milliers. Rien que sur la Côte d'Azur, donc moi je me suis focalisé sur la Côte d'Azur quand j'ai fait mes recherches de master,
Rien que sur la Côte d'Azur, je crois qu'il y a une 50aine de styles de karaté différents. Il y en a vraiment beaucoup. Alors les principaux, en général, quand on dit karaté, quand le grand public entend karaté, il comprend karaté Shotokan. C'est la méthode qui s'est répandue le plus et le plus vite. C'est la méthode qu'on a connue en France dans les années 50, 60, 70. C'est la méthode qui est encore aujourd'hui majoritaire en France. Ensuite, le karaté le plus connu, c'est le karaté Kyokushinkai. C'est un karaté au KO, assez dur. Ils n'ont pas de gants. Ils frappent à main nue, mais ils mettent pas de coups de poing à la tête. Donc, c'est un karaté qui ressemble beaucoup techniquement à la boxe thaïlandaise, à l'exception qu'ils mettent pas de coups de poing au visage. Donc, ils ont les coups de pied au visage, ils ont les low kicks qui sont empreints de la boxe thaïlandaise, mais ils n'ont pas ces coups de poing à la tête qui sont typiques du karaté Shotokan classique. D'ailleurs, le gars qui a créé le karaté Kyokushinkai, Maître Oyama, il avait pratiqué le Shotokan et le Goju-Ryu, qui est encore une autre école de karaté. Donc, il en existe beaucoup des écoles de karaté. Je pense qu'en France, les deux plus répandues, ça doit être Shotokan et Kyokushinkai, et je pense que la troisième, ça doit être Wado-Ryu. Wado-Ryu, c'est aussi une école qui a été fondée par un élève de Gishin Funakoshi qui a créé le Shotokan. Donc en fait, c'est assez difficile de l'expliquer pour le grand public parce qu'il y a vraiment des croisements entre les différents styles. C'est pas un seul style qui a donné plusieurs. Par exemple, Maître Otsuka, Hironori Otsuka, qui a créé le karaté Wado-Ryu, il a été élève de Gishin Funakoshi qui a créé le Shotokan, mais il avait aussi un passé de Jujitsuka et il était maître de Jujitsu. Il avait d'ailleurs un très haut niveau. Donc, il a fait un karaté qui est à mi-chemin entre le karaté et le Jujitsu. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, pour les auditeurs, ça va leur parler très facilement, c'est que tous les styles de karaté et tous les styles d'arts martiaux, en fait, qui existent dans le monde, sont des arts martiaux mixtes. On parle beaucoup aujourd'hui d'arts martiaux mixtes, comme si c'était une réalité nouvelle. Mais le Gishin Funakoshi en question, qui a créé le karaté Shotokan, il a appris auprès de 2 professeurs principaux qui eux-mêmes avaient été issus de 2 courants différents. Et auprès de d'autres professeurs qui étaient installés tout autour à Okinawa. Donc en fait, lui-même, il faisait une sorte de karaté mixte, si on veut. Son savoir, le savoir qu'il a acquis, il venait de 2 professeurs, Anko Itosu et Asato Yasutsune, qui avaient des visions du karaté qui étaient diamétralement opposées. Il y en avait un qui était plutôt pour encaisser et contrer, l'autre plutôt pour esquiver et rester tout en souplesse. Et les 2 gars étaient tellement amis que malgré qu'ils avaient des visions totalement différentes, ils enseignaient ensemble en même temps. D'ailleurs, il n'y avait pas de dojo à l'époque, ils enseignaient en plein air à Okinawa. Le concept de dojo est arrivé dans le karaté au moment où le karaté part de la petite île d'Okinawa et rejoint le Japon métropolitain. Donc des styles de karaté, en fait, il y en a toujours eu, toujours, depuis le 19e siècle, on va dire. Et ces styles-là, ils sont intrinsèquement exactement comme on considère les arts martiaux mixtes. C'est des styles qui ont des influences diverses, qui intègrent les nouveautés de leur temps, et c'est des styles qui tendent aussi à se diffuser au travers de courants et d'écoles. Par exemple, j'ai parlé du karaté Shotokan, mais le karaté Shotokan, c'est le nom de l'école. Dans le Shotokan, il y a des courants, il y a des subdivisions en courants. Donc c'est plus complexe que ce que le grand public peut imaginer. En général, quand le grand public pense karaté, il pense karaté Shotokan, courant JKA des années 50-60, c'est-à-dire un karaté assez dur, très stable sur les positions. Si on leur dit déjà karaté Goju-Ryu ou Wado-Ryu, c'est tout de suite beaucoup plus exotique, puisque le Goju-Ryu, c'est un style qui est vraiment lié à l'île d'Okinawa, la petite île d'Okinawa, et Wado-Ryu, c'est un style japonais, mais qui est avec des apports du Jiu-Jitsu. Donc il y a vraiment beaucoup de styles différents, à la différence du judo, où là, il n'y a qu'un judo. Juste pour précision, quand c'était encore au JO, le karaté, c'était lequel qui était pratiqué ? Alors, c'est le karaté de la Fédération mondiale. C'est pas un karaté qui est, lié techniquement à un style, mais c'est un karaté qui est lié historiquement à un style. C'est proche du Shotokan, mais si on l'analyse au niveau de la tradition, c'est très éloigné du Shotokan. En Shotokan, on n'aurait jamais l'idée de sautiller avant d'engager une action, alors qu'en karaté aux Jeux Olympiques, c'est les règlements de la Fédération mondiale qui s'appliquent. Ce qui veut dire que le point est comptabilisé au moment où on touche et l'action s'arrête. Donc on peut pas faire de combinaison comme en boxe anglaise ou en boxe française de 3 ou 4 coups qui touchent. On peut essayer de faire des combinaisons, mais dès qu'un coup est marqué et que l'arbitre voit le coup marqué, il stoppe l'action. Donc en fait, c'est un karaté qui est quand même très différent du karaté traditionnel qui a été pratiqué à Okinawa ou au Japon dans les années 40, 50, 60. C'est un karaté vraiment sportif
Et c'est un karaté qui est pas vraiment lié à un style. Historiquement, c'est proche du Shotokan, c'est proche des règlements qui ont été adoptés pour le Shotokan. Les pratiquants de Kyokushin, par exemple, ils vont pas au karaté aux Jeux Olympiques parce que c'est beaucoup trop éloigné de leur système de compétition qui est plutôt au KO. Mais par contre, c'est un karaté qui est vraiment, c'est indéfinissable tellement c'est éloigné du karaté traditionnel. Si on dit à un karatéka qui est versé dans les katas, dans la tradition, que le karaté aux Jeux Olympiques, c'est un karaté Shotokan traditionnel, il va avoir une attaque cardiaque, quoi. Alors, en tout cas, tu nous disais que le jiu-jitsu, donc ça arrive 1905, le judo arrive un peu plus tard, années 20-30. Le karaté, lui, il arrive quand en France? Alors, le karaté, il arrive en 1954. Il y a un débat d'ailleurs sur la date. Certains pensent que c'est 1951. J'en suis pas certain. Ça peut être 51. Je l'ai écrit dans mon livre d'ailleurs. Ça peut être 51 ou 54 pour une bonne raison, c'est qu'il a été importé par un monsieur qui s'appelle Henri Play. Et Monsieur Play, c'était un judoka. Il pratiquait le judo en région parisienne. Et il a entendu parler du karaté. Alors, on ne sait pas exactement comment. Dans une interview, il dit qu'il a vu un article dans le magazine Life, mais il dit qu'il a vu cet article plusieurs années après que le magazine soit paru. Donc, on a un doute sur la date. Quoi qu'il en soit, le karaté apparaît au début des années 50, c'est sûr. Il est diffusé par Henri Play, qui fait exactement pour le karaté ce qui a été fait pour le jiu-jitsu. C'est-à-dire qu'il fait une grande propagande autour du karaté, devenez invincible en 10 leçons faciles, ce genre de choses, que des propagandes qui avaient déjà été faites pour le jiu-jitsu. Et en fait, il casse la baraque aux profs de jiu-jitsu et de judo, en expliquant que le karaté, c'est un art martial qui est intrinsèquement supérieur, etc. Et il a même eu à répondre à des défis, carrément, de judoka, de jiu-jitsuka, de lutteurs. Donc ça n'a pas été des jours faciles pour lui. Mais quoi qu'il en soit, il commence à diffuser le karaté en 54-55. Et très tôt, il n'est pas le seul. Je l'ai écrit dans mon livre, j'ai retrouvé la trace d'un pratiquant qui s'appelait Daniel Anglade, qui en 1955 et 1956 pratiquait le karaté à Arles, dans le sud de la France. Et il se trouve que Anglade, il n'a pas appris le karaté par Henri Play. Je ne sais pas exactement d'où il a appris le karaté, mais en tous les cas, lui aussi, il avait une fédération, et en 56, il accepte de dissoudre sa fédération et de l'incorporer à la fédération de Play en échange du deuxième dan de karaté, donc de la ceinture noire deuxième niveau. Ce qui était déjà beaucoup vu le niveau technique de l'époque, mais bon, bref, c'est qu'un détail. Et quoi qu'il en soit, à partir de ce moment-là, de 1956-1957, le karaté se diffuse énormément en France. Les judokas en entendent parler parce que, évidemment, les arts martiaux japonais, karaté, judo, ils s'en parlent entre eux, mais aussi, évidemment, les policiers, les militaires, donc tous ceux qui ont une utilisation utilitariste de l'art martial et non pas seulement sportive, commencent à incorporer le karaté dans leur formation. C'est un petit peu le même parcours qu'il y a eu avec le jiu-jitsu en réalité. Le jiu-jitsu a été très tôt incorporé aux méthodes d'entraînement du bataillon de Joinville et des forces de l'ordre. Pour le karaté, ça a été la même chose. D'ailleurs, il y a des karatékas très connus qui ont été, par exemple, garde du corps de Jacques Chirac. Marcel, son nom de famille m'échappe. Je me rappelle plus de son nom de famille, mais un pratiquant 8e dan maintenant a été garde du corps du président Chirac. C'était un champion de karaté, un grand professeur. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir des années 50 jusqu'aux années 70, le karaté, il n'a pas de fédération. Le karaté évolue en France dans une fédération qu'a créée Henri Play entre 1955 et 1960, qui s'appelle la Fédération française de karaté et de boxe libre. Alors, ça parle de soi-même, c'est-à-dire que pour lui, le karaté, c'était tous les coups sont permis. D'ailleurs, dans ses publicités, il montre vraiment que c'est les doigts dans les yeux. La bagarre, quoi. Ouais, c'est la bagarre, exactement. Donc, il diffuse le karaté dans cette fédération française de karaté et de boxe libre. Et puis, en 1959, le ministère commence à en avoir marre parce qu'il voit que ça tourne au tout et n'importe quoi. Et ils imposent à Henri Play de signer un protocole d'accord, soit avec la fédération de boxe, soit avec la fédération de judo. Et c'est ce qui va arriver, le karaté entre dans la fédération de judo en tant que discipline assimilée. Et entre 1960 et 1975, le karaté fait partie de la Fédération française de judo. Donc, au sein de la Fédération française de judo, il y a l'Union française du karaté. Et donc, le karaté profite des instances mises en place par le judo pour se diffuser partout en France. Donc pour le karaté, ça a été vraiment super parce qu'il a pu se diffuser massivement au sein d'institutions qui étaient déjà prêtes spécifiquement pour diffuser un art martial japonais.
Et donc, ça a permis au karaté d'avoir vraiment un essor très rapide et institutionnalisé beaucoup plus vite que le judo qui a eu plus de difficultés au début. Mais pour revenir juste 2 secondes sur... C'est Englund, c'est ça? Anglade. Anglade, pardon, je l'ai fait à l'anglaise. Anglade, alors, en gros, il a négocié son deuxième dan? Oui, j'ai le protocole d'accord d'ailleurs chez moi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les grades en karaté, ça a toujours été très politique. Le grand public en a une vision... Oui, on dirait que c'est un niveau technique. Oui, le grand public en a une vision un peu naïve, j'allais dire. C'est-à-dire que pour le grand public, un mec qui est 8e dan, c'est un mec qui est extrêmement fort. Bon, en fait, un mec qui est 8e dan, c'est premièrement qu'il a de l'ancienneté, donc ça veut dire peut-être qu'il a 50 ou 60 ans, qu'il a son club depuis 40 ans, etc. C'est un mec qui a peut-être été champion, donc il y a aussi les actes en compétition qui peuvent compter, mais c'est surtout un mec qui est dans les petits papiers de la fédération, ou une dame d'ailleurs, parce que il faut savoir que je dis souvent un mec, mais c'est dire un pratiquant, parce que les arts martiaux français, les arts martiaux japonais pratiqués en France, ont attiré un public féminin assez tôt. Dans les judokas dont je parlais, à l'Institut du Radium, au club de Moshe Feldenkrais, il y avait des jeunes filles qui pratiquaient le judo. Donc très tôt, les arts martiaux japonais ont attiré les femmes, beaucoup plus d'ailleurs que les méthodes françaises. La canne, l'escrime, etc. On avait à cette époque-là, dans les années 20, des avis un peu machistes. C'était vraiment terrible et donc le public féminin était presque rejeté. Le judo, ça n'a pas du tout été la même sauce. C'est-à-dire que dans les salles de judo, on acceptait volontairement et volontiers les dames. Et on leur expliquait que la self-défense, c'était très bien pour elles. D'ailleurs, ça a permis de créer une véritable culture française de la self-défense. Pour le karaté, c'est un petit peu, donc pour en revenir à Anglade, un petit peu le même phénomène, c'est-à-dire que c'est politique. Et ça n'a pas été le seul à avoir un 2e dan ou un 3e dan ou un 5e dan, donc le 5e grade après la ceinture noire. Politiquement, très souvent, les gens qui arrivent en France, qui sont des professeurs japonais, au Japon, ils ont le 1er ou le 2e dan. Bon, on dit vulgairement dans les milieux de karatéka, ils ont pris du grade dans l'avion. C'est-à-dire qu'au Japon, ils sont 2e dan ou 3e dan. Ils arrivent en France à une époque où le karaté est très peu diffusé. Bon, on les propulse tout de suite 7e ou 8e dan. Donc en fait, ça permet de légitimer leur enseignement et ça permet surtout de faire payer des stages, des démonstrations, parce que tout ça, c'est pas par amour de son prochain. Faut bien se le mettre en tête. L'idée d'un karaté ou d'un sport en France bénévole a fait son chemin et à la fin des années 70-80, le système s'épuise et on n'a plus beaucoup de professeurs bénévoles. Donc pour en revenir à Anglade, c'était quelqu'un qui était très passionné par les arts martiaux et après avoir dissous sa fédération en 1956, il a continué à pratiquer le karaté, mais aussi le taijitsu, le tai chi chuan. Il a pratiqué différents arts martiaux. Il était très peu connu au moment où je l'ai interviewé. Moi, je l'ai connu parce que j'ai retrouvé des articles de presse à son nom et par divers biais, et aussi parce que mon père a été un de ses élèves dans les années 60. Donc, il était très peu connu. Il était actif à Nice. Tout le monde l'avait oublié. Mais en fait, ça avait été le mec qui avait diffusé le karaté dans le Sud en 1956 et 55, donc un an après Play, dont tout le monde avait oublié le parcours. Donc, grâce à l'histoire orale, on retrouve parfois des éléments vraiment intéressants qui auraient pu passer complètement à la trappe, quoi. Alors tout à l'heure tu nous disais la différence entre karaté et le judo, c'est aussi que le karaté, on l'a compris, il y a plein de mouvements différents, de branches différentes. Le judo, tu nous as dit, le judo c'est unifié. Oui. Est-ce que c'est totalement unifié ou est-ce qu'il y a des variantes aussi un peu? Alors, il faut que j'explique ça, parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, je pensais dur comme fer que le judo était unifié. Il faut, il faut expliquer un petit peu ce que ça veut dire unifié. Il n'y a pas longtemps, je travaillais pour la Fédération monégasque de judo. J'ai une petite auto-entreprise et des fois, je fais des recherches historiques pour les associations, pour les fédérations sportives. Et la Fédération monégasque de judo fêtait ses 50 ans. Et c'était d'ailleurs les 75 ans du club de judo de Monaco, donc un club assez ancien. Et j'ai rencontré pour l'occasion Loïc Pietri, que j'ai interviewé. Et après l'interview, donc Loïc Pietri est un grand champion de judo. Il a été champion du monde en junior et en senior. Et ce qu'il faut expliquer, c'est que champion du monde en judo, c'est un niveau qui est colossal. C'est par rapport aux champions du monde de boxe anglaise, c'est un niveau à comparaison qui est beaucoup plus élevé en judo. Parce qu'en judo, il n'y a qu'une seule fédération. Des champions du monde de boxe anglaise, il y en a 10 ou 15 ou 20. En judo, il y en a qu'un. Donc, tout le monde va dans le même système de compétition et c'est beaucoup plus concurrentiel. Et ce Loïc Pietri, je lui ai expliqué un petit peu l'histoire du karaté. Il me posait des questions un peu comme toi, là, maintenant. Et je lui ai dit, tu sais, le karaté, c'est pas comme en judo, il y a plusieurs styles. Ce à quoi il me répond, mais en judo aussi, il y a des styles.
Et en fait, techniquement, le judo est plus divers que ce qu'on imagine. Il m'a expliqué, et effectivement, j'ai pu le vérifier après, que en judo, les gars qui pratiquent dans le Caucase, en Amérique latine, en Amérique du Sud, en Angleterre ou en France, ils font pas le judo de la même façon. Donc même si structurellement le judo est unifié, et même si les techniques sont codifiées, même si l'apprentissage par ceinture est codifié, même si c'est institutionnalisé, en fait, techniquement, les différents pays ont des influences qui viennent de leurs propres arts martiaux. Et donc, il m'a expliqué que le judo du Caucase, par exemple, c'était un judo qui était très différent du judo, par exemple, d'Amérique du Sud, parce que dans le Caucase, ils ont une lutte avec un gilet sans manches, donc ils ont l'habitude de s'attraper à même le corps, alors qu'en judo, normalement, on attrape les manches, etc. Donc, il m'a expliqué des différences techniques que j'avais pas en tête, et c'est pour ça que c'est bien d'interviewer des champions, même jeunes, quand on fait des interviews en histoire orale, parce que le Loïc Pietri doit avoir une trentaine d'années, donc il est assez jeune, mais il a une vision du judo, comme il a été à haut niveau, qui permet de remettre en question les idées qu'on peut avoir de l'unité du judo. Donc, institutionnellement parlant, le judo est unifié, mais techniquement parlant, il y a quand même des différences assez notables. Et ces différences influent sur le règlement, d'ailleurs. Quand l'ancienne URSS a éclaté, les judokas de l'ancienne URSS qui étaient habitués au sambo, à différents types de luttes, à prendre dans les jambes, etc., ils se sont tous dirigés vers les compétitions de judo. Et il a fallu réglementer, parce que le judo, normalement, on se tient debout, très droit, on se penche pas trop en avant comme les lutteurs. Il y a une vraie différence technique entre le judo et la lutte gréco-romaine. Et là, les gars de l'ancienne URSS, comme en judo, c'est autorisé d'attraper par les jambes, ils avaient des réflexes de lutteurs, ils attrapaient par les jambes, ils faisaient tomber, et ça devenait plus ou moins de la lutte. Donc, il a fallu réglementer petit à petit. Le judo en est venu à interdire les prises de jambes, alors que, originellement parlant, ça fait partie du judo. Donc, les judokas continuent à apprendre les prises de jambes et les prises où on attrape directement les jambes pour passer les katas, mais en compétition, ces prises sont devenues interdites. Et ça, c'est très politique aussi. Mais alors, du coup, s'il y a quand même des différences entre les différents endroits du monde où on pratique le judo, ça pose pas des problèmes sur les compètes internationales, ou alors des disparités par rapport à ceux qui suivent le judo qui se pratique en compète et... C'est le jeu de la compétition, c'est-à-dire que comme en karaté, comme dans les autres sports, il peut y avoir des disparités dans l'apprentissage, des disparités culturelles qui font que leur pratique personnelle du judo n'est pas tout à fait la même. Mais quand ils vont en compétition, ils sont obligés de suivre le règlement de la dite compétition qui est unifié au niveau mondial. Et donc, même des gens qui ont appris en premier le sambo, où les prises de jambes sont autorisées, s'ils vont faire des compétitions de judo, ils vont suivre le règlement des compétitions de judo et ils vont être obligés de s'adapter. Et on a quand même en judo, comme je l'ai dit, énormément de gens dans le monde avec un niveau technique très élevé. Donc, ça pose pas de problème. Les gens sont très bien préparés. Ils ont des nutritionnistes, ils ont des professeurs de conditions physiques, ils ont accès à des équipements de musculation, de conditionnement physique. Donc, le judo est vraiment à un niveau technique, au niveau, je parle sportif, compétitionnel. Il est à un niveau technique très élevé comparativement à d'autres arts martiaux et sports de combat. Même en boxe anglaise, pourtant la boxe anglaise, c'est vraiment le sport du XXe siècle. Même en boxe anglaise, on a souvent des salles qui sont un peu en dilettante par rapport aux salles de judo où c'est très très sérieux l'entraînement, et quand on veut performer en judo, ça nécessite des qualités physiques, techniques et stratégiques très élevées. Donc le judo, c'est vraiment un sport unifié au niveau institutionnel, mais qui incorpore des pratiquants qui ont différentes cultures martiales et sportives, et c'est pour ça que le judo cartonne en compétition, aux Jeux Olympiques, etc. Ça marche fort. Alors, on l'a vu tout à l'heure. Donc le judo va beaucoup se développer dans les années 50 jusqu'aux années 80 en Côte d'Azur, et en parallèle de tout ça, on a quand même le tourisme en Côte d'Azur qui va aussi exploser. Est-ce qu'il y a un rapport qu'on peut faire entre cette explosion du tourisme et le développement du judo ? Ouais. Alors, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut que le grand public comprenne, c'est que le développement du sport en France, quel que soit le sport, le judo, le tennis, n'est pas indépendant du développement de la société. Il s'intègre au développement de la société. Et on l'a vu dans les années 50, 60, 70, c'est les grandes années des départs en vacances dans le sud. Les gens prennent leur petite voiture avec toute la famille et puis ils vont passer quelques jours au soleil sur la Côte d'Azur. Et ce sont justement les années 60, 70, 80, où les judokas proposent des stages sur la Côte d'Azur. Alors, c'est les grandes années du gendarme à Saint-Tropez. Donc, il y a un stage juste à côté de Saint-Tropez. Vraiment, la rade de Saint-Tropez fait un arc de cercle. C'est la ville qui est en face.
C'est à Beauvallon. Et à Beauvallon se réunissent les judokas qui viennent non seulement de la France entière, mais de l'Europe entière. Anton Gessing, qui est un grand champion de judo hollandais, qui a gagné les championnats du monde, je sais plus en quelle année, je crois que c'était en 64 ou quelque chose comme ça. Enfin bref, vient assister à ces stages, donner des conseils, des grands champions français, des grands champions européens, et tous se retrouvent à Saint-Tropez, à Beauvallon, pour les stages de judo chaque année. Donc des dizaines et des dizaines de judokas de très haut niveau. Et ces stages ont vu donc non seulement des professeurs de la Côte d'Azur profiter de l'enseignement qui a été diffusé à cet endroit-là, mais aussi des professeurs français, des professeurs européens. Donc, si on veut expliquer ça facilement pour le grand public, il faut bien se rendre compte que quand on diffuse un sport, il faut le diffuser dans son air du temps. Et la diffusion du judo, elle n'est pas indépendante des vacances scolaires, des grands mouvements sociaux, etc., etc. Et ça marche aussi pour le karaté d'ailleurs. Donc, ces stages d'été, ça a été un pari gagnant pour les instances du judo français. Et depuis, beaucoup de clubs partout en France font des stages d'été, tout simplement parce que les parents parfois travaillent. Donc, les enfants continuent à pratiquer le judo et des activités diverses au sein des stages d'été. Et puis, ça permet aussi d'élever le niveau technique, d'avoir des stages de préparation, etc. Donc, au début, c'était des stages qui étaient surtout réservés aux adultes, puisque le judo des années 50, 60, c'était plutôt les adultes. Puis à partir des années 70, 80, on a eu de plus en plus d'enfants dans les clubs de judo. Justement, d'ailleurs, grâce à l'influence de Bernard Midan, dont j'ai parlé tout à l'heure, ça a été le premier professeur à vraiment diffuser le judo pour les enfants, à adapter le judo pour les enfants. Au début, les professeurs de judo faisaient des cours adultes aux enfants, et puis petit à petit, ils ont créé des cours spécifiques pour les enfants, grâce à Bernard Midan, qui a pensé ce système de judo destiné aux enfants. Donc, les stages d'été, en particulier sur la Côte d'Azur, ça a vraiment modifié l'histoire du judo. Ça a fait prendre une trajectoire différente à l'histoire du judo, non seulement en France, mais aussi en Europe, peut-être même dans le monde, puisque après, ce modèle des stages d'été a été copié un petit peu partout dans le monde. Donc, c'est un élément qui est important, je pense, pour l'histoire du judo. Et donc, ces stages, en fait, c'était à la fois un lieu d'initiation pour des gens qui connaissaient rien, mais qui avaient envie de s'y mettre, et en même temps un lieu de rencontre entre des pratiquants, comme tu le dis, qui étaient déjà... C'était quand même plutôt des stages destinés à des pratiquants, souvent des professeurs d'ailleurs, des professeurs ceinture noire, donc des pratiquants assez chevronnés, mais il y avait aussi des jeunes compétiteurs qui participaient à ces stages en vue de préparation de compétition ou simplement parce qu'ils étaient sur la Côte d'Azur à ce moment-là. Il y a eu une époque où la moitié du peuple parisien venait séjourner sur la Côte d'Azur pendant les vacances d'été. Donc, il y a eu beaucoup de monde qui est passé par Saint-Tropez, par Ramatuelle, par Beauvallon, par toutes ces villes du Var et de la Côte d'Azur. Donc, oui, il y a eu beaucoup de gens à ces stages, mais c'était quand même plutôt des initiés. C'était rare, lié au début en tous les cas, des gens qui étaient simplement des gens qui passaient par là et qui voulaient s'inscrire. C'était des stages de comités, j'allais pas dire réduits, mais de comités d'initiés, disons. Donc c'était 100, 200 personnes, mais c'était quand même des stages importants. D'ailleurs, j'ai une anecdote à raconter. Le Anton Gessing en question, qui était un gars assez grand, assez fort de taille, avec le physique pratiquement de Teddy Riner, donc à l'époque c'était impressionnant. Il avait l'habitude, pour s'échauffer le matin, avant de pratiquer le judo, de traverser le golfe de Saint-Tropez à la nage. Donc, il partait de Beauvallon, il allait jusqu'à Saint-Tropez, il faisait le retour en footing, juste pour s'échauffer le matin. Donc, bon, c'était des gars plutôt initiés, avec une condition physique qui était exemplaire pour l'époque. Et alors, c'était quoi le programme de ces stages? T'en as? Alors, il y avait surtout un programme qui était tourné vers la compétition, c'est-à-dire qu'on y enseignait des techniques, des tactiques qui permettaient de performer en compétition, mais on enseignait aussi parfois les katas. On faisait surtout du randori, c'est-à-dire du combat d'entraînement avec les différents judokas. Donc, ça permet de créer de l'émulation, parce que quand se rencontrent des gens qui font du judo issus de différentes traditions, de différents professeurs, et ils disent tiens, ce gars-là, il fait cette technique différemment de moi, je vais peut-être copier ce truc-là, etc. Donc, ça crée une véritable émulation. Et ce qui a été intéressant, c'est de voir que cette tradition, elle a perduré dans le temps long. C'est-à-dire que les judokas, en particulier de la Côte d'Azur, et ça, je l'ai vu dans mes recherches, c'est une des spécificités de la Côte d'Azur, ils ont, pendant un certain nombre d'années, disons les années 50 aux années 90, ils ont travaillé en très bonne intelligence. Il y avait très peu de concurrence déloyale entre les clubs et ils ont fait très régulièrement des entraînements de masse. Alors, c'est un phénomène qui existe partout en France, mais particulièrement sur la Côte d'Azur, toutes les semaines. Ils avaient un entraînement de masse. Ils se réunissaient, alors toutes les semaines, puis parfois tous les mois, ça changeait selon les périodes. Tous les clubs se réunissaient pour pratiquer ensemble, tout simplement. Et donc, ça crée un niveau qui
augmenté de manière exponentielle, puisque tous ceux qui avaient trouvé des manières de faire nouvellement, des techniques, des projections, des manières d'attraper le kimono qu'on appelle kumikata, tous ceux qui avaient trouvé des choses nouvelles, ils pouvaient s'échanger ces choses nouvelles et faire monter le niveau. C'est vraiment l'illustration d'un des deux préceptes du judo, l'entente et la prospérité mutuelle. Et ça, sur la Côte d'Azur, sous l'égide de Bernard Midan, ça a été quelque chose qui a fortement marqué le parcours de judo en France. Alors tu nous disais que ces stages, donc ils ont eu lieu en Côte d'Azur et après ils se sont un peu exportés partout. Ça marchait aussi bien ailleurs ou... Oui, il y a eu des stages de Biarritz, alors en karaté, en judo, il y a eu des stages un petit peu partout. Il y a même des stages parisiens, il y en a toujours tous les ans. Mais c'est vrai que les stages de Beauvallon, ça a été quelque chose de particulier parce que c'était une époque où il y avait peu de stages en France et ça attirait les judokas de toute l'Europe qui se retrouvaient à cet endroit-là. Alors il y avait aussi d'autres stages à Lyon, à Biarritz, à Marseille aussi, à Paris. Mais je vais te faire c'est pas mon rayon. J'ai peu étudié les stages d'autres villes. À Biarritz pour le karaté un petit peu, mais les stages qui étaient proposés par exemple à Marseille ou dans d'autres villes, je suis moins spécialiste de ces régions-là. Au fil de cet entretien, à plusieurs reprises, tu prenais la peine de nous préciser, oui, alors par contre, le judo, celui-là, c'était pas le même que ce qu'on pratique aujourd'hui. Alors justement, c'est quoi la différence entre le judo à l'époque où il est arrivé en France et aujourd'hui? Il y a deux choses à mettre en parallèle. Premièrement, il y a la méthode. J'ai parlé tout à l'heure de la méthode Kawaishi, la méthode avec premier mouvement de jambe, deuxième mouvement de jambe, troisième mouvement de jambe, etc. Ça, c'est une méthode qui a été très utile au judo depuis, on va dire, les années 36-37 jusqu'aux années 50, début des années 50. Au début des années 50, il y a des experts qui viennent directement du Japon pour assister Maître Kawaishi ou d'autres qui viennent, par exemple, à Toulouse, Ichiro Abe, un autre expert. Et ces judokas-là, ils proposent une autre méthode qui s'appelle la méthode Kodokan. Donc le Kodokan, c'est vraiment la mecque du judo. C'est le bâtiment au sein duquel est enseigné le judo à Tokyo. Et c'est vraiment le bâtiment principal du judo japonais. Donc, ils enseignent cette méthode Kodokan, et très vite, les judokas français se tournent vers la méthode Kodokan. Pourquoi? Parce que la méthode Kawaishi, en fait, était très bien pour diffuser le judo à un endroit, la France, où les techniques de judo n'étaient pas connues. Donc, en fait, c'est une méthode simple, cartésienne, bien subdivisée, qui présente le judo par étapes. Mais cette méthode, elle n'a pas que des vertus, elle a aussi des vices. Ça scinde beaucoup les mouvements et les entrées pour faire les mouvements. Donc, quand on entre dans la distance de l'adversaire, qu'on saisit l'adversaire et qu'on le projette, c'était très saccadé, c'était vraiment un éducatif. Donc, cette méthode Kawaishi, quand elle s'est retrouvée avec la méthode Kodokan qui était beaucoup plus fluide, beaucoup plus en mouvement, elle s'est retrouvée un petit peu mise à défaut. Et Kawaishi, qui était donc le professeur le plus influent du judo français, a tout fait pour lutter contre l'installation en France de la méthode Kodokan, mais il a fallu se faire une raison. Au bout d'un moment, tous les judokas français ont adopté la méthode Kodokan. Donc ça a été la première vraie différence technique entre les débuts de l'installation du judo en France et les années fin 50, début 60, où les judokas se forment à la méthode Kodokan. Et là, le judo français est vraiment à l'école du judo japonais. C'est-à-dire qu'au début, pendant la méthode Kawaishi, on a créé un judo typiquement français, la méthode Kawaishi, donc un judo qui est très différent du judo japonais. Et puis, petit à petit, en retrouvant l'origine du judo avec la méthode Kodokan, on s'est rendu compte que c'était mieux. Alors en fait, c'était mieux parce qu'on connaissait déjà le judo, donc on pouvait évoluer à partir des bases de connaissances qu'avait mis en place Maître Kawaishi. Et donc, les professeurs se sont formés à cette méthode Kodokan et le judo a beaucoup évolué techniquement à partir de là. Et une seconde évolution à prendre en compte, c'est, j'en ai parlé, l'évolution des règlements en compétition, en particulier les catégories de poids. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, en judo, il y a un mythe qui a été diffusé par les professeurs de judo qui voulaient avoir une grande clientèle, c'est le petit qui peut battre le grand, le faible qui peut battre le fort, utiliser la force de l'autre pour le vaincre. On a Astérix, les 12 travaux d'Astérix, on le voit. Exactement. Il y a un excellent professeur de judo qui d'ailleurs est une parodie de Maître Kawaishi dans Astérix, qui explique ça. Et qui vraiment, on pourrait entendre pratiquement Maître Kawaishi parler, puisque Maître Kawaishi parlait peu français, donc il baragouinait avec... il parlait un petit peu quand même, mais c'était pas un français littéraire. Et donc, dans Astérix, on voit effectivement un professeur de judo expliquer les mouvements exactement comme Maître Kawaishi l'a fait au début. Il est un peu allemand d'ailleurs, dans Astérix. Oui, il est un petit peu allemand. Preuve d'ailleurs que même le gars qui a écrit la BD, ou qui a fait le dessin animé, je ne sais pas si c'est dans la BD, il avait conscience de l'influence du judo en Allemagne, dont j'ai parlé tout à l'heure.
Bref, quoi qu'il en soit, pour en revenir à l'évolution du judo, il y a eu une grande discussion au sujet des catégories de poids. La Fédération française de judo et la Fédération européenne se sont demandé à un moment s'il fallait pas instaurer des catégories de poids. Parce que le mythe du petit qui bat le fort, c'est très bien, mais en compétition, ce qu'on remarque, c'est que c'est souvent les mecs qui font 1m95 pour 90 kg qui gagnent. Et celui qui fait 50 kilos tout mouillé, en général, pour projeter un gars qui fait 3 têtes de plus et 30 ou 40 kilos de plus, bonne chance. Ça arrive, hein. C'est arrivé que des gens plus petits, avec des poids beaucoup moins élevés, arrivent à remporter des compétitions, mais c'est des gens qui sont extrêmement doués techniquement, et c'est pas une généralité. Donc, il y a eu une grande discussion au sujet des catégories de poids. Je suis allé dernièrement aux archives à Pierrefitte-sur-Seine, aux archives nationales de Paris, à Pierrefitte-sur-Seine, et j'ai vu les dossiers à propos des catégories de poids, et il y a eu vraiment 2 camps dans la Fédération française de judo. Il y a d'ailleurs même eu une scission de la Fédération française de judo à ce moment-là, avec des gens qui étaient coûte que coûte opposés à l'adoption des catégories de poids. De nos jours, ça nous semble évident que dans un sport, surtout un sport martial, il y ait des catégories de poids. À l'époque, c'était pas évident du tout. Preuve que la propagande effectuée par les professeurs de jiu-jitsu, puis par les professeurs de judo, avait fait son effet. C'est-à-dire qu'on croyait véritablement que le petit pouvait battre le fort, quelle que soit la différence de taille, de poids, ce qui est complètement irréaliste. Donc en fait, il y a eu une grande discussion et finalement les catégories de poids ont été adoptées et ça a été une deuxième une deuxième évolution. Alors certains parlent d'involution parce qu'ils sont toujours aujourd'hui opposés aux catégories de poids. Il y en a qui, c'est vraiment Astérix, coûte que coûte, ils n'accepteront pas les Romains. Mais il y a eu cette évolution qui a modifié le judo. C'est-à-dire que après ça, dans les salles de judo, les gens s'entraînent toujours ensemble, quel que soit leur poids. Mais ils essayent quand même, s'ils ont en vue un objectif de compétition, de s'entraîner par catégorie de poids, de trouver des adversaires pour faire du combat d'entraînement qui ont à peu près leur gabarit et leur poids, parce qu'ils savent qu'ils vont rencontrer ce type d'adversaire en compétition. Donc ça a été une évolution, ça a influencé un petit peu la technique. Et du coup, la Fédé par la suite a quand même tenté d'unifier la technique, j'imagine. Oui, alors et d'unifier surtout les 2 courants parce que en fait il y a une institution à l'intérieur du judo qui s'appelle le Collège national des ceintures noires, donc qui est littéralement un regroupement de tous les ceintures noires de judo. Et ce collège était donc farouchement opposé à l'adoption des catégories de poids. Et puis finalement, avec les années, ils se sont rendus compte que ils pouvaient avoir un accord. Et cet accord perdure encore de nos jours puisque en fait le président du collège est encore aujourd'hui très souvent le vice-président, alors je sais plus exactement, ça s'appelle plus le collège maintenant, hein, mais le président de ce qu'était le collège est encore aujourd'hui le vice-président de la Fédération française de judo et ça perdure comme ça. À chaque fois qu'il y a un président du collège, on le nomme comme vice-président de la Fédération française de judo. Donc oui, il y a eu un accord qui a été trouvé. Les deux groupements se sont réunis et ils ont trouvé des accords. De toute façon, les catégories de poids, je pense que c'était inévitable parce que dans tous les sports, surtout les sports de combat, travailler sans catégorie de poids, alors on peut garder dans la compétition des catégories de poids et puis une catégorie qu'on appellera toute catégorie où là tout le monde peut aller, mais en général, ce qui se passe, c'est que ce sont les lourds qui gagnent, hein, surtout dans des sports de prévention comme la lutte ou le judo. Donc ça a été une évolution qui a été faite et puis les entraînements ont été modifiés après ça. Et la dernière révolution, c'est le tout sport, c'est-à-dire qu'à la fin des années 80 et au début des années 90, le judo évolue vers un judo essentiellement dirigé vers l'aspect sportif. L'aspect martial est relégué à un souvenir lointain et passé, si je peux dire ça comme ça. Et donc, la tradition qui était faite, par exemple, d'avoir une discussion à la fin du cours de judo entre le professeur et les élèves, l'aspect véritablement japonisant de l'art martial, tout ça est petit à petit effacé pour laisser place à un sport véritablement moderne qui s'émancipe des stéréotypes qui avaient été véhiculés par les premiers professeurs de judo. Donc, le judo, en fait, a toujours été un sport moderne. Il n'y a que quelques moments où il a essayé de lutter contre ce qui était inéluctable, c'est-à-dire l'adoption de catégories de poids. Et en fait, le judo a continuellement, comme tous les sports, c'est continuellement muté, modifié. Il a continuellement accepté des imports qui viennent d'autres disciplines, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de formidable que d'étudier l'histoire du sport, que ce soit au niveau régional ou national, parce qu'on remarque que continuellement, en fait, ces choses-là évoluent et qu'elles sont pas figées dans le temps, quand bien même notre conception de l'art martial, notre conception du judo, la conception du grand public, elle est souvent figée dans le temps.
Je donne un exemple qui est un petit peu hors sujet, mais qui va parler à tout le monde. En Asie, ils pensent encore aujourd'hui qu'en France, on a des bérets et des baguettes sous le bras. Alors que ça fait depuis 1945 qu'on porte plus le béret. Ah, moi j'ai porté un béret quand j'étais gamin, attention. Ok, alors à quelques exceptions près. Et c'est un petit peu pareil pour nous et pour notre conception des arts martiaux asiatiques. On a toujours cette impression que ces arts martiaux sont figés dans le temps et qu'on pratique aujourd'hui comme au 19e siècle, ce qui n'est pas du tout le cas. Au Kodokan, actuellement au Japon, ils ont des salles de musculation dernier cri, ils ont toutes les installations les plus modernes possibles. Enfin, c'est vraiment des sports qui évoluent avec leur temps. Et notre conception, parfois, elle a un décalage entre l'évolution qui est faite et l'avancée du temps historique. Donc voilà, pour l'histoire du judo, ça avance pas mal. Et le karaté, c'est pareil d'ailleurs. Qu'est-ce qui différencie vraiment le judo des autres sports de combat, en fait? Plusieurs choses. D'abord, des réussites politiques. Le judo est un sport olympique, ce que d'autres sports de combat ne sont pas. On a vu ce qui s'est passé avec le karaté, qui a été adopté et qui a été retiré de la liste des sports des Jeux olympiques prochains, avant même que les Jeux olympiques de karaté n'aient lieu. Donc, on voit que le judo a réussi des choses que politiquement, les autres arts martiaux japonais, en tous les cas, n'ont pas réussi. Ça, c'est la première chose. C'est vraiment quelque chose qui a modifié, parce que comme le judo est un sport olympique, bon, il fait partie de la Fédération des sports olympiques, il a une charte qu'il doit accepter. Donc, c'est vraiment un sport qui fait partie du paysage sportif occidental. À plus juste titre, d'ailleurs, c'est aberrant, mais je sais pas si les gens sont au courant dans ton public, mais en France, en ce moment, la Fédération française de boxe ne compte que quelques milliers d'adhérents, alors qu'au judo, il y a 550 000 adhérents. Donc, à tel point les institutions sont devenues fortes que le nombre d'adhérents, le nombre de licenciés, la communication, l'image du sport, tout ça s'auto-entretient et en fait finit par écraser d'autres sports qui périclitent alors qu'ils sont là depuis plus longtemps en France. Je crois que la boxe anglaise en France est pratiquée depuis le début des années 1800, 1830, 1840. Donc c'est un sport qui est arrivé 100 ans avant le judo. Et pourtant, c'est un sport qui compte aujourd'hui un nombre de licenciés très faible comparativement au judo. Ouais, peut-être parce que t'as effectivement cette image du grand public où le judo a l'air plus doux, alors que la boxe, dans son ensemble, il y a le mot boxe, que ça soit anglais, français ou voilà, les gens se disent c'est Rocky, j'ai pas envie de ressembler à Stallone. Exactement, et c'est là aussi la seconde victoire du judo, c'est-à-dire qu'un judo qui était à l'origine dans les années 30 et 40 essentiellement dirigé vers la self-défense, vers l'efficacité martiale, petit à petit, grâce à l'effort de Bernard Midan et d'autres professeurs de judo, a été dirigé à destination des enfants et est devenu un véritable sport éducatif. Donc c'est plus simplement une activité de loisir destinée aux adultes qui vont pratiquer leur loisir après leur journée de travail. C'est une activité de loisir dont le grand public a la conception qu'elle va éduquer les enfants. Et c'est d'ailleurs pour ça, encore aujourd'hui, que la plupart des parents inscrivent leurs enfants au judo. C'est pas simplement parce que le judo est un art martial, sinon ils choisiraient la boxe française, le karaté ou Dieu sait quoi, ou l'escrime. Ils choisissent volontairement le judo parce qu'ils ont cette idée que le judo est un sport éducatif. Ça, c'est vraiment le tournant des années 80-90 qui a fait du judo un sport à destination des enfants et qui permet donc aux judokas de pratiquer depuis un âge très très jeune. Là, moi, je vois des clubs sur la Côte d'Azur qui ont des sections baby judo. Donc, ils commencent à enseigner. Bon, c'est du judo très très adapté. C'est pas des cours techniques, mais qui commencent à enseigner des formes de judo aux 3 à 5 ans. Des choses qui semblaient inimaginables il y a 50 ans. Donc ça, c'est une vraie réussite du judo d'avoir transformé ce sport japonais introduit en France dans les années 30 en sport véritablement éducatif. Et en ce qui concerne le karaté, du coup, est-ce que tu as espoir qu'un jour ça se structure à ce point-là ou ça paraît mal parti? Le karaté est quand même très bien structuré en France. Il faut savoir que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de styles de karaté qui font pour la plupart partie de la Fédération française de karaté, discipline assimilée et discipline associée d'ailleurs. Et le karaté, comme il a vécu une partie de sa vie historique dans la Fédération française de judo, je l'ai dit tout à l'heure, le karaté fait partie de la Fédération française de judo entre 1960 et 1975. Ben, le karaté s'est institutionnalisé de la même manière que le judo. Sauf qu'en karaté, il y a beaucoup de styles. Et comme il y a beaucoup de styles, il y a des luttes politiques qui rendent l'affaire illisible pour le grand public. Par exemple, si je dis à un de tes spectateurs que Monsieur Dupont est professeur de karaté Shidokan 3e dan et Monsieur Dupuis est professeur de karaté Wadoryu 5e dan, ils n'ont aucune idée de ce à quoi je fais référence.
Et en fait, c'est ça le problème premier du karaté, c'est que le grand public s'est arrêté à l'image du karaté des années 50-60. Et en fait, cette image-là, c'est l'image d'un karaté pseudo-unifié. Il y avait pratiquement que le Shotokan en France, la seule méthode qui était présente en France. Et donc, ils ne connaissent pas les autres styles de karaté, ou très peu. Alors, le cinéma fait parfois son affaire. Il y avait un excellent film qui est sorti dans les années 90 sur la vie de maître Oyama, qui a créé le karaté Kyokushinkai. Alors, c'est un film biographique qui s'appelle Fighter in the Wind. Mais c'est un film qui est, au niveau historique, il y a tout à revoir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de légendes, de mythes. Oyama faisait beaucoup de propagande à son propre sujet. Il racontait qu'il tabassait des taureaux à main nue. Bon, si je dois parier entre un taureau et un bonhomme, je parie sur le taureau. Hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est ça le problème du karaté. C'est qu'il y a tellement de styles, en fait, que c'est très peu lisible par le grand public. Et en fait, les gens du commun, ils entendent karaté, ils se disent bon, je vois à peu près à quoi ça ressemble, je vais inscrire mon fils ou pas. Et il n'y a pas encore cette image de sport éducatif qui s'est véhiculée comme ça a été très tôt dans le judo. C'est en train d'arriver, mais je dirais que c'est un processus encore en cours. C'est pas tout à fait fini. Et la fédération lutte pour essayer de diffuser cette image du karaté comme sport éducatif. Mais malheureusement, l'histoire des mentalités a prouvé que les consciences sont très difficiles à faire changer de direction. Et quand les gens se sont mis dans la tête que c'était le judo, le sport éducatif, c'est très difficile de leur dire oui, mais regardez, il y a aussi le karaté, il y a aussi la boxe française, etc. Les mentalités sont un peu figées de ce côté-là. Est-ce que tu aurais des livres, des documentaires, bref, des conseils à donner à tous ceux qui nous écoutent pour en savoir un peu plus sur tout ce dont on vient de parler, que ce soit l'histoire du judo, du karaté, plus précisément de leur arrivée en France? Ça tombe bien parce que je travaille pour Budo Édition, donc c'est la maison d'édition qui publie les livres sur les arts martiaux et les sports de combat. Le livre dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été écrit en 2018 par Guy Sauvin, qui s'intitule « Histoire du karaté en France », est un excellent livre. Vraiment, il a fait un travail remarquable à propos de l'histoire du karaté. Donc, pour ceux qui veulent connaître l'histoire du karaté en France, je pense qu'il y a pratiquement pas mieux. Bon, je peux aussi conseiller pour ceux qui sont plus intéressés pour l'histoire du karaté sur la Côte d'Azur, pour l'histoire au niveau régional. D'ailleurs, particularité de celui-ci, je reviens quand même en introduction sur l'histoire du karaté au Japon, en France, et sur l'histoire des différents styles que j'évoque. J'ai un chapitre sur les différents styles de karaté, et à chaque fois, avant de parler du développement de ce style sur la Côte d'Azur, je reviens en quelques pages sur l'histoire de ce style au Japon. Donc en fait, il y a quand même, dans mon propre bouquin, pas mal d'informations sur l'histoire du karaté au Japon, avant même de parler de la Côte d'Azur. Maintenant, pour le judo, il faut rendre à César ce qui est à César. Il y a un historien français, Michel Brousse, qui a fait un excellent travail à propos du judo. Et il a écrit les racines du judo français, il a écrit plusieurs articles, c'est un universitaire, il a écrit des articles de grande qualité sur l'histoire du judo. Voilà, j'ai beaucoup parlé des débuts du judo en France, mais c'est une période qui n'est pas tout à fait la mienne, puisque moi je parle de l'histoire du judo sur la Côte d'Azur, des origines à nos jours. Et les origines sur la Côte d'Azur, c'est plutôt 1945. Michel Brousse a travaillé sur les différents éléments que j'ai évoqués, l'arrivée du jiu-jitsu en France en 1905, etc. Et donc, si vous tapez sur Amazon ou sur n'importe quel site Michel Brousse, vous allez voir différents ouvrages, et puis sur Internet, vous allez voir ses articles. Ça, c'est pour le judo. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait évoquer? Ah oui, pour l'histoire au Japon, l'histoire des arts martiaux au Japon. Il y a plusieurs auteurs qui font date. Roland Abersetzer, pour le karaté et le judo, qui a écrit un nombre de livres incalculables. Donc, j'invite les gens à aller voir sur la page de Budo Édition. Il y a beaucoup de livres de Roland Abersetzer. Et puis, il y a aussi un spécialiste de l'histoire du karaté à Okinawa qui s'appelle Jean-Charles Juster, qui est un ethnologue, qui a fait beaucoup d'interviews d'ailleurs justement sur le karaté okinawayen et qui présente bien les différents courants, les différents styles de karaté. Il a fait aussi une série de petits livres qui sont très intéressants. Donc voilà, là, moi j'ai une bibliothèque, je suis pas dans la pièce où j'ai ma bibliothèque, mais j'ai une bibliothèque qui fait pratiquement 1 tonne de poids de bouquins d'arts martiaux et j'en ai un peu plus de 800. Donc ce serait difficile de faire la liste de tout, mais voilà, il y a des grands ouvrages disponibles en français. Si vous allez sur le site de Budo Édition ou même sur Amazon et que vous tapez Histoire des arts martiaux, vous allez trouver. J'ajoute une petite chose. Je me bats depuis quelques années contre des vidéastes, des gens qui prétendent connaître l'histoire des arts martiaux, en particulier sur YouTube, mais pas seulement, et qui font des vidéos. En général, c'est des gens d'une vingtaine d'années, voire moins,
Et là, dernièrement, j'ai un format qui s'appelle le point historique, mais ça s'appelle le point avec un G, pas avec un T. C'est ton côté combattant, ça. Ouais. Voilà, et je dégomme les gens qui véhiculent des mythes et des informations erronées à propos de l'histoire des arts martiaux et des sports de combat. Et dernièrement, j'ai vu une floraison de gens qui font des vidéos pour avoir du clic, pour générer de l'argent. Ils ont même des partenariats, etc. Sur l'histoire des arts martiaux et des sports de combat, des gens qui font des vidéos sensationnalistes. Et c'est difficile en fait de lutter contre ça parce que la vidéo elle est vue 40 ou 50 000 fois avant même que moi je m'y intéresse et mes vidéos ma chaîne est toute petite donc je peux pas lutter contre ce phénomène-là, mais ils véhiculent vraiment des stéréotypes et des informations parfois totalement aberrantes à propos de l'histoire des arts martiaux et des sports de combat. Donc je milite vraiment pour ce que tu fais un peu sur ta chaîne, c'est-à-dire de laisser la parole aux historiens et quand on n'est pas spécialiste d'un sujet, de pas se lancer dedans. Moi, par exemple, je connais peu l'histoire de la boxe française. Quand j'ai fait un épisode sur la boxe française sur ma chaîne, j'ai invité un gars qui était spécialiste et qui en a parlé pendant 1 heure. Et malheureusement, sur Internet, ces dernières années, on retrouve des articles d'une qualité, on va dire, variable à propos des arts martiaux et des sports de combat. Et donc, c'est très difficile d'exister dans ce paysage-là quand on ne fait pas du clic, quoi. Ouais, c'est clair. En tout cas, on encourage tous les gens qui nous écoutent à aller suivre ta chaîne, hein, du coup, Histoire des arts martiaux sur YouTube et à partager du coup tes vidéos, voilà, pour essayer de contrer un petit peu tous ces discours un peu frauduleux qui circulent. Ouais, c'est pas gagné, hein. T'as quoi comme actu qui arrive? Je crois comprendre à peu près dans quelle temporalité va être rediffusée la vidéo sur YouTube. Donc, si c'est rediffusé vers la fin de l'année, je serai en pleine soutenance de thèse, puisque là, en fait, tous les matins, de 6h à midi, j'écris ma thèse, page par page, jusqu'à arriver au moment où j'aurai suffisamment de contenu intéressant. Donc, je suis en plein travail de rédaction de thèse et de soutenance prévue. En même temps, je travaille donc pour Budo Édition. Donc chaque semaine, chaque mois, je publie les nouveautés de Budo Édition sur la chaîne YouTube de Budo Édition que je dirige également. Donc si vous êtes intéressé par les livres sur les arts martiaux et les sports de combat, je vous invite vraiment à aller voir parce que il y a des livres vraiment de grande qualité. Et le directeur de Budo Édition, c'est d'ailleurs le fils d'Henri Play. Henri Play qui a importé le karaté en France, avait commencé à rédiger des ouvrages sur le karaté, sur les arts martiaux, et son fils Thierry Play en a fait son métier. Il est devenu éditeur. Et il publie vraiment des bouquins de grande qualité chez Budo Édition, donc c'est vraiment quelque chose d'appréciable. Parfois des bouquins très spécialisés que d'autres maisons d'édition refuseraient parce que c'est trop un sujet de niche. Mais lui, coûte que coûte, il les publie, il fait des efforts, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de bien. Et plus proche de nous, là je travaille en ce moment sur plusieurs vidéos qui vont sortir sur ma chaîne. Le montage est en cours d'ailleurs, donc c'est un peu comme toi, c'est toujours compliqué d'être partout à la fois, mais sur ma chaîne YouTube, il y aura plusieurs vidéos. En général, j'essaie de mettre 1 ou 2 vidéos par semaine. Bon écoute, c'est cool. En tout cas, on remet tous ces liens en description. Peut-être une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu penses évidemment de Karate Kid ou Cobra Kai? Alors Karate Kid, les films qui sont parus, si j'ai bonne mémoire, dans les années 80-90, sont pas si mauvais et ils ont très bien vieilli avec le temps. C'est des films qui vieillissent bien, qui retranscrivent une époque. C'est un peu comme, je sais pas, Retour vers le futur, ce genre de film. Ils ont plutôt bien vieilli, je trouve, et qu'ils se bonifient avec le temps. C'est beaucoup de stéréotypes, évidemment, pour l'époque, mais de nos jours, comme on a conscience que c'était quelque chose d'un petit peu mystifié, ça passe plutôt bien. Cobra Kai, j'ai plus de mal, mais je peux comprendre, disons. Mais moi-même, j'ai débuté dans les arts martiaux avec le cinéma, hein. Je me suis inscrit à la capoeira parce que c'était l'époque où il y avait le film Only the Strong avec Marc Dacascos sur la capoeira. Après, ça a été la grande mode du Wing Chun avec les films Ip Man. Il y a eu les films de Bruce Lee que j'ai toujours en cassette VHS. Enfin, je peux comprendre. Je ferai pas de jugement. Ouais, écoute, en tout cas, merci de nous avoir accordé un petit peu de ton temps, Gabriel, sur ce sujet. Je trouve ça toujours passionnant, mais vous le savez, hein, vous qui êtes habitués de ces émissions, on saute de sujet à un autre, des sujets qui n'ont rien à voir, qui sont toujours étonnants, et à chaque fois c'est passionnant et on apprend plein de trucs. Et surtout, et c'est ce que tu nous as fait ressentir aussi à travers cet entretien, c'est que cette histoire elle est souvent très transverse, et là on le voit bien
avec ce mélange d'histoire martiale, sportive, culturelle, économique aussi, avec ce développement du tourisme. Moi, je trouve que c'est génial de voir cette richesse de l'histoire. Merci Benjamin, en tous les cas. Merci encore à toi, Gabriel. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci à Louis également pour la préparation de l'émission, comme d'habitude. Sur ce, bonne journée à tous. À très vite et merci encore, Gabriel. Merci, au revoir.